Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir Gwenola Jolicose. Merci d'être avec nous ce soir pour les rencontres Sciences Po Sud-Ouest. En arrivant dans la salle, vous avez dit, mais ça fait bizarre d'être de l'autre côté parce qu'effectivement, vous êtes une ancienne élève de Sciences Po Bordeaux. Vous êtes diplômée de Sciences Po Bordeaux, mais pas que. Alors, merci d'être là pour répondre aux questions des étudiantes en 4e année de Sciences Po. J'ai bien dit des étudiantes parce que ce soir, nous n'avons que des filles qui ont travaillé sur cet oral. Et je suis sûre que ça ne va pas vous déplaire. Alors, elles ont beaucoup de questions à vous poser. Aussi, je ne ferai pas long pour vous présenter. Et ce n'est pas facile, car votre parcours est très riche. C'est le moins qu'on puisse dire. En quelques mots, vous êtes aujourd'hui la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers. Dans la magistrature, vous avez commencé votre carrière à l'instruction, mais vous avez aussi officié aux affaires familiales. Vous êtes passée par l'outre-mer à 2 reprises, à Mayotte, en Guyane. Vous avez aussi œuvré à l'inspection générale de la justice et jusque dans les cabinets ministériels, au ministère de l'égalité femmes-hommes, et ce n'est pas non plus un hasard, parce que vous êtes aussi une magistrate engagée pour faire avancer la cause des femmes dans la justice et dans le pays, une combattante aussi dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dont vous avez fait un cheval de bataille. Et sur cette thématique, celle des femmes, on peut dire que vous êtes une défricheuse, une source d'inspiration, forcément, pour les étudiants Sciences Po qui ont hâte de vous écouter. Alors, je vais les laisser parler. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence et merci à vous, Gwenola Jolicose. Nous sommes vraiment ravis de votre présence avec nous ce soir. Et donc, pour ouvrir cette conférence, nous aurions aimé revenir sur votre parcours. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous présenter la formation que vous avez suivie et ce qui vous a donné envie de devenir une magistrate ? Bon, alors on commence comme ça. Allez, on raconte sa vie. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus jusqu'à Sciences Po Bordeaux pour que nous échangions ce soir. Et c'est vrai que c'est très émouvant pour moi d'être ici. Je suis rentrée dans cet amphithéâtre, j'avais 17 ans. Et je savais déjà que je voulais être magistrate. Car lorsque je suis rentrée à Sciences Po, je faisais la fac de droit en parallèle parce que c'était mon projet de passer le concours de l'École nationale de la magistrature. Alors j'ai donc poursuivi les études de droit jusqu'à l'époque la maîtrise, qui était indispensable pour passer le concours. Et puis j'ai eu le concours de l'École nationale de la magistrature, j'avais tout juste 22 ans. Donc je suis rentrée à l'école avec la ferme intention de faire un parcours dans la magistrature. Je suis sortie de l'école assez bien classée pour avoir un poste de juge d'instruction, puisque les postes qui sont offerts à la sortie sont attribués au classement. Et je suis devenue juge d'instruction très jeune. J'ai donc été confrontée immédiatement aux difficultés pénales, aux dossiers criminels notamment. Et donc j'ai très vite constaté que les femmes étaient beaucoup victimes. Voilà, dès le début de mon parcours. J'ai ensuite voulu continuer ce poste que j'aimais beaucoup, de juge d'instruction, mais je voulais diversifier cet exercice de ce poste, et je suis allée l'exercer à Cayenne, en Guyane. Et là, c'était une toute autre histoire, parce que la criminalité de Guyane n'était pas celle de Saint-Nazaire. Et puis, je suis ensuite rentrée en métropole, et là, j'ai voulu changer, passer du pénal au civil, et je suis devenue juge aux affaires familiales. Et j'ai adoré ce poste de juge d'affaires familiales, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un poste peut-être un peu moins juridique, mais très très humain, où beaucoup de familles venaient expliquer leur situation. Et là encore, j'ai vu que beaucoup de femmes étaient en difficulté dans le cadre des séparations. Et puis, je me suis dit qu'il était temps sans doute de prendre des responsabilités dans la magistrature, assez vite, moins d'une dizaine d'années après mon entrée dans la magistrature. J'ai demandé à devenir présidente. Et donc, je suis passée devant le Conseil supérieur de la magistrature, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une sorte de redevabilité que nous devons aux citoyens et aux citoyennes de ce pays. Les chefs de juridiction, les présidents, sont choisis, non pas dans le corps, et non pas par cooptation, mais bien par un tour de table représentant l'Assemblée nationale, le Sénat, le président de la République, les avocats, le Conseil d'État. Et il faut passer une sorte de grand oral, un peu comme ce soir, pour être nommée présidente. Ils ont donc choisi de me donner la présidence du tribunal de Mamoudzou, sur l'île de Mayotte, où j'ai exercé pendant 4 années. Et j'ai tant aimé ce poste de présidente que j'ai demandé à continuer. Je suis donc passée une seconde fois devant le Conseil supérieur de la magistrature, qui m'a nommée présidente du tribunal de Thonon-les-Bains. Donc je suis passée directement de la plongée au ski.
Ça a été un peu difficile, de l'océan Indien au lac Léman. Mais ça m'a à nouveau passionnée. J'ai pu mettre en place des organisations et notamment des liens internationaux avec la Suisse et l'Allemagne à l'époque. Et puis j'ai voulu franchir une nouvelle étape, c'est-à-dire aller au national. Je me suis dit qu'il fallait regarder l'institution d'en haut. Et je suis donc entrée à l'inspection générale de la justice. J'avais tout juste 43 ans et j'en suis devenue la secrétaire générale. Inspection de la justice, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, ça contrôle les juridictions. On va voir si ça marche bien dans les tribunaux. Et puis, ça contrôle aussi les comportements des magistrats. S'il y a des dysfonctionnements comportementaux, des problèmes, parce qu'il y en a dans la magistrature comme ailleurs, bien sûr, eh bien, c'est l'inspection qui s'en occupe. Et puis, à l'inspection, j'ai commencé à m'intéresser de manière un peu transversale à la question des femmes. Et c'est là que j'ai monté l'association Femmes de Justice. On est en juin 2014, parce que à ce moment-là, il me semble nécessaire que l'institution se penche sur la question des femmes. Et c'est pour cela que l'on m'a proposé de devenir directrice de cabinet de la ministre des Droits des Femmes de l'époque. Et là, j'ai donc pu travailler sur ces sujets à temps plein, en quelque sorte, à la fois sur les violences faites aux femmes, mais aussi sur la question des prises de responsabilité des femmes au sein de l'État. Et puis, à l'issue de ce poste, eh bien, j'ai demandé à accéder à un très gros tribunal. Parce que je ne sais pas si vous voyez un peu comment est fait l'institution judiciaire, mais est-ce que vous avez une idée de combien il y a de tribunaux en France ? D'après vous, il y en a beaucoup, beaucoup. Combien ? Une trentaine ? Une centaine ? Une trentaine. Une trentaine. Qui dit mieux ? Pas mal, c'est un bon critère, se dire un par département. En fait, c'est un peu plus qu'un par département, parce que dans beaucoup de départements, il y en a 2. Donc en fait, on arrive à 164 tribunaux en France. 164 tribunaux judiciaires en France. Donc ces tribunaux, en fait, vous imaginez bien, il y a des petits puis il y a des grands. Et donc dans les très gros tribunaux, ceux qui sont classés comme étant les très gros tribunaux, il y en a 12. Eh bien, j'ai demandé à devenir présidente d'un de ces 12-là. Et donc je suis devenue présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, qui est un des gros tribunaux de la région parisienne. Et j'ai pu en faire un laboratoire de la lutte contre les violences faites aux femmes à l'époque, et c'est là où le bracelet anti-rapprochement a été créé. Et le premier bracelet anti-rapprochement a été posé à Pontoise. Et puis ensuite, une fois que ce très gros tribunal m'avait été donné pour le diriger et l'animer, eh bien, il était quelque part naturel que je demande à franchir une nouvelle étape. Et j'ai donc demandé à devenir première présidente d'une cour d'appel. Est-ce que vous avez une idée de combien il y a de cours d'appel en France ? S'il y a 164 tribunaux, vous imaginez qu'au niveau du dessus, bon, forcément il y en a moins, il y a 36 cours d'appel en France. Donc les cours d'appel, c'est celles qui vont juger au deuxième niveau juridictionnel les affaires du premier niveau. Quand les gens ne sont pas satisfaits, ils font appel. Donc la cour d'appel va statuer, et au-dessus, nous n'avons plus que la cour de cassation, qui, elle, ne rejuge pas les faits, mais ne juge que le droit et la façon dont les cours d'appel ont pu appliquer le droit. Je suis donc aujourd'hui première présidente de cour d'appel. Je suis la première présidente de la cour d'appel de Poitiers. Il n'y en avait jamais eu avant moi. Et sur 36 premières présidentes aujourd'hui, eh bien, je suis l'une d'entre elles. Je suis donc aujourd'hui dans ce qu'on appelle la haute hiérarchie judiciaire. Emma, tu avais une question, toi aussi, sur le parcours ? Alors, votre parcours montre que les fonctions du magistrat sont très variées, mais est-ce que, d'une façon plus globale, vous pourriez revenir sur le rôle du magistrat et aussi plus concrètement sur le quotidien d'un magistrat, vos missions, une journée type, par exemple ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un juge ? Alors, un juge, c'est deux choses assez différentes selon que l'on se place au pénal ou au civil. Le juge du civil, c'est vraiment la grande figure du juge, c'est-à-dire celui qui va être le tiers au conflit, celui vers lequel on vient parce qu'on a un problème. Voilà, 2 personnes ne sont pas d'accord, il faut que quelqu'un tranche. Donc on vient vers le juge, cette figure du juge qui va être celui qui va écouter les 2 parties, qui à l'issue d'un processus contradictoire, d'échange de pièces et d'arguments, d'écoute à l'audience, d'arguments des avocats, à l'issue de tout ce débat, il va se retirer pour délibérer et il va trancher. Ça, c'est vraiment la figure du juge civil. Alors, je ne sais pas où vous l'imaginez. Vous l'imaginez dans quel contentieux, par exemple, ce juge civil ? Quand je vous parle de 2 personnes qui ne sont pas d'accord ? Aux affaires familiales. Voilà. 70% du contentieux civil en France, ce sont les affaires familiales. Donc, en général, quand on franchit la porte d'un tribunal, c'est pour divorcer.
Ah, grosso modo, c'est l'expérience du citoyen, ça va être, et de la citoyenne, ça va être d'entrer pour régler ces questions de situation du bien commun, garde des enfants, résidence, droit de visite et d'hébergement, pension alimentaire, voilà tout ce qui est de l'ordre de la séparation. Et bien lorsque les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord tout seuls, ce qui est souvent le cas, et bien c'est le juge qui tranche. Donc ça c'est le juge civil, le juge qui va régler un litige entre deux parties. Mais de l'autre côté, il y a le juge pénal. Et là, la posture est tout à fait différente. Ce juge pénal, il est là pour dire vous avez franchi une limite que la société avait déterminée. Par exemple, on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de violer, on n'a pas le droit de voler. Voilà, ce sont des choses on a décidé tous ensemble qu'on n'avait pas le droit de le faire. On a mis ça dans le code pénal. Et lorsque quelqu'un commet néanmoins ces faits, eh bien, il vient devant le juge pénal qui lui va sanctionner. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même logique. Là on vient et on dit, ben voilà, en France, le vol c'est puni de 5 ans d'emprisonnement. Alors on va voir si la personne qui est devant nous aujourd'hui, eh bien, elle a 5 ans d'emprisonnement ou moins, ou les circonstances qui ont été celles de cette infraction. Et bien sûr, dans ce lien entre le juge pénal et l'auteur de faits que nous avons décidé de réprouver, il y a une place pour la victime. Mais ça n'est pas la victime et l'auteur qui viennent devant le juge. Ça n'a rien à voir avec le processus civil. Là, on est vraiment dans un processus pénal qui n'est pas accusatoire, mais qui est inquisitoire. Nous cherchons la vérité et nous essayons d'établir la juste peine au nom de vous, le peuple français, puisque vous nous avez délégué ce pouvoir, qui est un grand pouvoir, que nous manions avec précaution, qui est de sanctionner les personnes qui n'ont pas respecté la norme sociale. Il y avait, je crois, une question sur la journée type. Emma, tu voulais savoir comment se passer. Allez, lundi prochain, qu'est-ce que vous faites ? Alors, moi, je suis première présidente d'une cour d'appel, donc ma journée type est moins intéressante, je pense, pour le citoyen, que la journée type que peut avoir un juge, soit au pénal, soit au civil. Alors, la journée type d'un magistrat, il n'y en a pas vraiment, parce que c'est très divers comme métier, mais ça nécessite quand même un certain nombre de grandes étapes. On va dire que la journée type d'un juge au civil, eh bien, ça va être d'aller à l'audience. Aller à l'audience. C'est un temps très important que l'audience, c'est ce temps en fait public. Vous savez que les audiences, elles sont ouvertes. Vous pouvez venir assister à des audiences dans tous les palais de justice de France. Ils vous sont ouverts. Et vous pouvez venir voir comment se rend votre justice en votre nom. Quand on dit que la justice est une tour d'ivoire, est un monde à part, rien de plus faux. Tout le fonctionnement de l'administration est effectivement très opaque, tout l'exécutif est effectivement très opaque. Mais pour le législatif, eh bien, vous pouvez aller à l'Assemblée nationale voir comment les textes se votent. Et pour le judiciaire, vous pouvez venir voir comment se rend la justice de votre pays. Donc elle est extrêmement ouverte et transparente, cette justice. Donc le juge, il va à l'audience, et à l'audience, devant vous, eh bien, il écoute les parties. Les arguments qui sont échangés. Donc ça fait partie de son travail. Son quotidien, c'est d'écouter. Il faut une capacité à écouter pour être magistrat, une envie d'écouter les gens, leurs histoires, parce que, évidemment, pour les gens qui viennent, c'est leur histoire. C'est l'histoire de leur vie. Ils viennent nous soumettre un litige qui est fondamental pour eux. Moi, c'est le 10e de l'après-midi. Mais eux, c'est leur litige. Donc nous devons une attention répétée, sans cesse, à chaque affaire qui vient devant nous, parce qu'elle est unique par nature. Donc nous écoutons beaucoup. Mais quand c'est fini cette audience, quand tout le monde a parlé, tout le monde a échangé ses arguments, quand les gros dossiers ont été déposés sur le bureau du juge, il y a ce moment un peu plus opaque pour vous, qui est le moment du délibéré. Qu'est-ce qui se passe ? Le juge repart à l'arrière de cette salle d'audience et là, il va réfléchir. Il va essayer de peser, de sous-peser les arguments, lire, écrire, appliquer la loi, bien sûr, car la loi est notre outil principal. Que dit la loi dans telle circonstance ? Et puis, bien sûr, puisque la loi ne dit pas tout, eh bien, le juge adapte la loi. C'est la grandeur du métier de juge, c'est l'office du métier de juge, que d'appliquer la loi à chaque cas d'espèce. Et donc, il réfléchit, il travaille, il rédige. Quand cet office est terminé, qu'est la rédaction, c'est un métier où on écoute beaucoup, on parle beaucoup, on écrit beaucoup. Voilà, c'est ça un peu ce qu'on fait quand on est juge. Une fois qu'on a écrit ce jugement, on le donne à la greffière qui va mettre tout ça en forme, parce que le greffe, c'est très important, c'est le greffe qui va authentifier. Et puis cette décision sera rendue aux parties ensuite. Donc voilà, le juge, il est un peu en temps public, un peu en temps privé, en quelque sorte, pour écrire. Et puis quand c'est le juge pénal, et bien là, il passe sa journée à interroger les gens.
On fait sortir le monsieur de prison parce qu'il est souvent en détention provisoire, parce qu'à l'instruction, il a commis souvent des choses très graves. On le fait venir de prison, on passe du temps avec lui, on l'écoute, on lui demande pourquoi il a fait ça, comment, où est-ce qu'il est allé chercher l'arme, comment il avait prémédité le geste, qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là, son histoire personnelle. On entend la victime, on entend tout le monde, mais dans un temps plus privé parce que c'est plutôt en cabinet que ça se passe. Et puis une fois que l'affaire est prête, on l'envoie pour être jugé, soit en correctionnel si c'est un délit, soit en cour d'assises si c'est un crime. Adèle, une question un peu personnelle. Donc, dans votre métier, vous êtes souvent confronté à la violence. Comment la gérez-vous au quotidien et surtout émotionnellement ? Alors oui, c'est un métier qui est très confronté à la violence, mais parce que la société a une part de violence. Je ne dis pas que la société est violente. Elle est d'ailleurs beaucoup moins violente qu'il y a un siècle. Il y a beaucoup moins de crimes et délits en France qu'il y a un siècle. On a l'impression que c'est toujours de pire en pire, mais c'est faux. C'est plutôt, au contraire, une société plutôt pacifiée, plutôt accalmée, mais évidemment, il y a des faits de violence et nous y sommes les premiers confrontés. C'est un métier où il faut accepter ça. Il faut accepter de voir la violence du monde, d'entendre des choses assez horribles. Ça m'a beaucoup marqué dans mes premières années d'instruction. On entend quand même beaucoup d'horreur. Et on n'y est pas préparé. Et on n'est pas débriefé non plus. Chez nous, il n'y a pas d'attention à cela. Faut être fort. Donc, on n'a pas de moment où on peut débriefer tous ces propos qu'on a entendus. Je pense par exemple aux photos qu'on voit dans les dossiers. On voit toutes les photos des crimes qui ont pu être commis. On fait beaucoup de déplacements sur les lieux, on fait des reconstitutions. Donc voilà, on est vraiment confronté au quotidien à la violence. Bon, je pense que ça, on la met assez facilement à distance parce que ça devient professionnel en quelque sorte. Donc on a un peu comme les médecins, je pense, une façon d'en parler entre nous qui fait que on met à distance la violence. En revanche, moi, ce qui m'a plus marqué presque quand je suis arrivée dans la magistrature, c'est d'être confrontée au mensonge. Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est qu'en fait, je me suis très vite aperçue que les gens devant moi, ils me mentaient. Et ça, c'est intéressant. Et ça m'a laissé un peu désarçonnée parce qu'à l'École nationale de la magistrature, on ne m'avait pas prévenu. On ne m'avait pas dit que les gens allaient me mentir. Parce que c'est normal, les gens, ils veulent raconter une autre histoire que celle qui s'est passée. Ils veulent s'expliquer, ils aménagent un peu les choses. Et puis, dans un contradictoire, et bien évidemment, entre deux voisins qui se querellent pour le fait d'avoir coupé ou non la haie, tout le monde va un peu me mentir parce que la vérité, elle est souvent comme Salomon au milieu. Et d'ailleurs, une partie du métier de magistrat, c'est aussi de trouver une décision raisonnable, qui permet à chacun d'être à peu près d'accord, mais pas tout à fait content. Vous voyez ? Et c'est d'ailleurs une des frustrations du juge, de savoir qu'en fait, quand les parties sortent du tribunal, en général, il y en a 2 mécontents. C'est un peu triste, mais ça, il faut l'accepter. Les gens ne vont pas venir vous féliciter parce qu'ils sont jamais tout à fait satisfaits. Et en même temps, je me dis toujours que quand les gens ne font pas appel de mes décisions, c'est que quelque part, ils ont pensé que ce juste milieu était sagesse. Et finalement, il n'y a pas tant d'appels que ça en France, et ça me rassure. Moi qui ai notamment, en tant que présidente, tenu cette belle, grande audience des référés. Les référés, c'est l'urgence. C'est quand les gens ont des choses urgentes à trancher. Ils veulent que le juge dise tout de suite. Et moi, j'ai été juge des référés pendant très longtemps, et ça m'a beaucoup satisfait quand je voyais que les gens ne faisaient pas appel de mes décisions. Quelque part, sans doute se disait-il que justice avait été rendue. Emma ? Vous êtes engagée en faveur de la cause des femmes durant l'ensemble de votre carrière. En 2014, vous fondez même l'association Femmes de Justice en compagnie d'autres magistrates. Pouvez-vous revenir sur cet engagement, sur ce qui vous a poussé à vous impliquer autant dans ce domaine ? Alors, une fois que je suis devenue magistrate et que j'ai mené ma vie professionnelle, c'était ce que je voulais faire, être juge. Moi, c'est vraiment un métier que je souhaitais faire et j'ai passé le concours de l'École nationale de la magistrature dès que cela était possible et je suis rentrée très vite à l'école. Donc vraiment, c'était un métier que je souhaitais exercer. Assez vite, je me suis aperçue que des réalités sociologiques s'imposaient à moi. D'abord, la féminisation du corps. Alors, il faut revenir rapidement sur le fait que la justice en France n'a été rendue que par des hommes pendant des siècles, des siècles, des siècles,
et des siècles. Faut bien partir de ça. Faut se dire que la justice a été l'apanage des hommes, et uniquement des hommes, pendant très longtemps. Quand les femmes ont commencé à dire qu'elles voudraient s'intéresser à ces métiers du droit, puis ensuite à ces métiers régaliens, enfin à ces métiers d'autorité, eh bien, le phénomène a été très clair, a été un refus très, très net des hommes de laisser les femmes entrer dans la magistrature. Donc il faut lire tous ces débats à l'Assemblée nationale tout au long du XIXe siècle, puis tout au long de la première partie du XXe siècle, où les hommes expliquent pourquoi les femmes ne peuvent pas être juges. Alors d'après vous, pourquoi les femmes ne peuvent pas être juges ? Elles sont faibles, oui. Empathiques ? Oui, trop empathiques. Elles sont sous domination, voilà. Elles décideront pas toutes seules. C'est un peu les arguments qui avaient été utilisés pour le droit de vote, d'ailleurs. Elles sont versatiles, notamment une fois par mois. Elles sont émotives. Enfin, tout ça, ça va pas du tout pour devenir juge. Donc vous voyez bien que sur toute cette période, ce sont des arguments essentialistes qui ont été utilisés. La femme est comme ça. Donc puisqu'elle est comme ça, elle ne peut pas exercer ces métiers d'autorité. Donc on peut dire que, un peu comme pour toutes les conquêtes des femmes, eh bien, il a fallu que des femmes se mobilisent en face à un combat où il faut dire que les avocates ont été à nos côtés, puisque les femmes ont pu devenir avocates dès 1900 en France. La première avocate en France, c'est 1900. Et il faudra attendre quasiment encore un demi-siècle pour que les femmes puissent devenir juges, puisque c'est la loi du 11 avril 1946 qui va permettre à l'un et l'autre sexe de rendre la justice en France. Donc vous voyez, à peine 77 ans. On est au tout début de l'histoire, en quelque sorte. Ça ne fait même pas 100 ans en France que les femmes peuvent rendre la justice. Je pense que c'est vraiment important d'avoir cette profondeur historique pour comprendre où on en est. Et pour comprendre comment moi je vais me poser ces questions. Parce que finalement, moi, quand j'arrive dans la magistrature, je suis de la promo 1990. On me dit, mais tout est joué. C'est bon, regarde, des femmes, il y en a partout. C'est plus un sujet. Voilà, les femmes sont entrées dans la magistrature. Donc pour tout le monde, c'est acquis. Voilà. Commence même, à mon époque, cette petite musique de... Commence même à y en avoir un peu trop. Parce que quand il y a féminisation d'un corps, il y a assez vite surféminisation d'un corps, il y a assez vite trop de femmes, ça pose trop de problèmes. Enfin voilà, cette petite musique commence à s'installer dans les années où moi j'arrive dans la magistrature, sachant que c'est en 2002 que la magistrature passe à 50% du corps composé de femmes. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de combien il y a de femmes dans la magistrature ? En pourcentage. En pourcentage ? 60%, vous diriez, oui ? 70 ? Oui. On est à 71% du corps au 1er janvier 2024. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? D'abord que c'est une véritable révolution sociologique qu'a vécue la magistrature. On est passé de 0 à 71%. Donc c'est sûr que pour un corps, c'est une transformation très forte, une sorte de pression au changement qui est assez inédite quand même. Mais évidemment, il suffit d'aller dans les facs de droit. Vous allez voir qu'il y a des amphis de filles dans les facs de droit. Il suffit d'aller dans les facs de médecine pour comprendre qu'il y a des amphis de filles dans les facs de médecine. Donc, elles vont devenir médecins. Bon, ce sont des grands mouvements sociologiques qui ont été à l'œuvre au cours notamment des 50 dernières années, qui font qu'effectivement, un certain nombre de professions se sont vraiment féminisées très fortement et la magistrature en est une parfaite illustration. Alors, quand on est à 71% du corps, il y a des questions qui ne se posent plus. Les questions notamment du début qui étaient, bon, vous nous forcez à faire rentrer les femmes dans la magistrature, on va essayer de les cantonner à certains postes. Par exemple, juge des enfants. Ça sera très très bien, juge des enfants. Juge aux affaires familiales, ça sera très très bien. Mais bien sûr, elles ne seront pas procureurs de la République, elles ne seront pas juges d'instruction, elles ne présideront pas les assises, enfin voilà, parce que tout ça, bien sûr, pour les femmes, c'était pas possible. C'était des choses trop graves, trop importantes et qui entraîneraient trop d'émotions chez elles. Tout ça, c'est fini aujourd'hui. Parce qu'avec 71% du corps, il y a des femmes partout.
Il y a des femmes dans les parquets, il y a des femmes aux affaires familiales, il y a des femmes qui président les assises. C'est plus un sujet aujourd'hui. Les femmes sont dans la magistrature. Elles ont maintenant conquis les postes d'exécution à tous les niveaux. Et on peut même dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un tribunal, vous risquez de tomber sur une femme qui est là, qui préside des audiences tardives, qui à 22h est encore en correctionnel. Voilà, ça, vous allez trouver des femmes pour travailler et faire tourner la justice française. En revanche, ce que moi je constate en poursuivant mon parcours dans la magistrature, c'est que je vois se mettre en place un effet ciseau très fort entre la mixité et la parité. Si la mixité a été acquise au fil de ces années, la parité a encore beaucoup résisté. Le fait que les femmes prennent des postes de responsabilité dans la magistrature, qu'elles soient en position de décider, de prendre des décisions d'organisation, de faire des choix de contentieux, enfin d'animer et de gérer la magistrature. Là, par contre, les freins ont été encore très forts et sont encore largement à l'œuvre. Pour vous donner un ordre d'idée, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais candidaté sur l'un des 12 plus gros tribunaux de France. D'après vous, aujourd'hui, combien de femmes dirigent l'un de ces 12 plus gros tribunaux en France ? 5 ? 3 ? Pardon ? Un tiers ? Oui, un tiers. Déjà, on pourrait dire 70% normalement. Si on était juste en parité miroir, on devrait juste avoir 70%. Il y a une seule femme aujourd'hui. Une seule femme qui dirige un de ces 12 tribunaux. Donc il y a quand même un sujet avec la question de la parité. Et c'est pour ça, c'est face à tous ces sujets que je me suis dit, il faut que la magistrature réfléchisse. Voilà, se pose un peu et puis essaie de comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai créé cette association Femmes de Justice. Mais, si j'ai le temps, c'était dans un mouvement général que j'ai appelé le féminisme ministériel, qui est vraiment une étape historique que nous devons avoir en tête, qui se déroule vraiment autour des années 2010-2012, qui sont des années où vraiment les choses vont changer. Un des symboles les plus forts, c'est la loi Sauvadet. Loi Sauvadet de 2012, qui est la première loi quota en France, c'est-à-dire la première loi qui dit il faut nommer des femmes de manière volontariste. Et autour de cette époque, en fait, va se créer beaucoup d'initiatives dans la fonction publique autour de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Adèle, une question politique ? Oui, puisque vous parlez de l'égalité entre les femmes et les hommes, vous avez rappelé tout à l'heure que vous aviez exercé des fonctions de directrice de cabinet de la secrétaire d'État aux droits des femmes sous la présidence donc, de François Hollande. Comment avez-vous vécu ce changement du juridique au politique ? Et est-ce que cela peut éventuellement poser des questions au niveau de la séparation des pouvoirs ? Alors, c'est une très bonne question. Et c'est une question intéressante pour les citoyens. Je pense qu'il faut y répondre et en parler. Alors, vous avez dit d'abord passer du juridique au politique, c'est surtout passer du judiciaire à l'exécutif. Si on parle vraiment séparation des pouvoirs. En France, il est clair que nous avons un équilibre constitutionnel et démocratique qui est fondé sur la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est vraiment une des grandes garanties institutionnelles à laquelle il faut que nous soyons tous attachés et qu'il va falloir sans doute défendre. C'est l'état de droit. Donc je suis en tant que magistrate de l'ordre judiciaire, et même plus précisément magistrate du siège, parce que je ne voulais pas préciser, mais j'ai fait le choix, qui est un choix très clair, de ne jamais aller au parquet. Je n'ai jamais été au parquet, je n'ai jamais voulu être autorité de poursuite. Ça ne m'intéressait pas. J'ai toujours voulu être au siège. J'ai toujours voulu être la juge, celle qui décidait, qui tranchait, et non pas celle qui requérait. Requérir, accuser ne m'intéressait pas. Je voulais décider, trancher. Alors, pour répondre à votre question, comment on fait quand on est juge du judiciaire et donc juge en plus au siège, pour se dire, eh bien, c'est intéressant d'aller du côté de l'exécutif. D'abord, je pense que c'est intéressant que les trois pouvoirs se connaissent et se respectent. C'est aussi la grandeur d'une démocratie, que le judiciaire soit capable de reconnaître que c'est précieux d'avoir un législatif, d'avoir des parlementaires, des sénateurs et des députés qui fabriquent la loi, qui essaient d'être en lien avec la société, que la loi évolue en même temps que les demandes sociales. C'est un beau et grand rôle que d'être législateur.
Je respecte aussi profondément l'exécutif. Il y a besoin d'un gouvernement, il y a besoin de gens pour diriger, pour prendre des décisions. Heureusement que nous avons des préfets dans chaque département pour gérer la vie sociale. C'est normal. Et heureusement qu'il y a un judiciaire et que vous pouvez vous tourner vers le juge pour faire trancher les litiges. C'est bien d'avoir 3 grands pouvoirs. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils s'ignorent. Il faut qu'ils se connaissent, qu'ils se respectent et qu'ils passent de l'un à l'autre. C'est pour cela que nous avons des membres de l'exécutif, alors j'entends par là des membres de l'administration, on va dire, qui peuvent devenir juges quelque temps. On a des préfets, des sous-préfets, des administrateurs qui viennent pendant quelque temps devenir juges. Il peut y avoir des juges qui décident d'arrêter d'être juges pour devenir députés. On en a eu qui finalement se sont dit moi faire la loi ça m'intéresse plus, bon, ils sont partis faire la loi. Et puis il y a des juges comme moi qui se sont dit ça peut être intéressant quelque temps d'aller du côté de l'exécutif pour y amener mes compétences juridiques, mes connaissances judiciaires et puis mes combats. Voilà. Donc en l'espèce, moi, j'avais la question de l'égalité entre les femmes et les hommes qui m'intéressait, qui était un sujet que je connaissais bien. Je me suis dit que c'était intéressant de le porter quelque temps du côté de l'exécutif. Mais vous voyez, si on se pose la question de cette légitimité, lorsque je suis revenue devant le Conseil supérieur de la magistrature, cet organe constitutionnel qui choisit les présidents en votre nom, eh bien quand je suis revenue devant eux et que je leur ai expliqué, voilà, je viens de faire 3 ans du côté de l'exécutif et je reviens pour vous dire que je veux diriger un très gros tribunal, eh bien ils m'ont nommé. Et j'en conclus qu'ils ont estimé que ce que j'avais voulu faire était respectable, intéressant pour la magistrature, et que sans doute je serais une juge différente après avoir fait cette expérience, peut-être même une meilleure juge, et c'est ce que je crois aussi. Emma, pour finir sur cette question politique. Oui, alors pour rester sur le terrain politique, la presse a parfois parlé de vous comme étant une femme ministrable. Est-ce que vous auriez pu être ministre et aimeriez-vous dans le futur? Pourquoi pas? Oui, effectivement, c'est la suite directe de la question d'avant. Alors, je pense qu'il ne faut pas se dire que ce n'est pas intéressant d'être ministre. Je pense que c'est très intéressant. Encore faut-il arriver à un moment où il y a des choses à faire. Parce que vous savez, il y a des moments démocratiques où on peut plus ou moins agir. Je pense que ministre, c'est intéressant si on peut agir, et agir sur des grands textes et sur des grands sujets. Donc voilà, c'est sans doute intéressant. Mais néanmoins, là où j'en suis de mon parcours, je suis tellement bien dans l'institution judiciaire, j'y suis tellement à ma place. J'y exerce des responsabilités qui sont passionnantes. Je peux agir sur l'institution, car j'ai choisi d'y exercer des très hautes responsabilités. Donc j'ai aujourd'hui la capacité de prendre des décisions, de faire des choix. Et j'ai même été élue il y a quelques semaines présidente de la conférence nationale des premiers présidents de France, que je représente désormais depuis le 1er janvier 2024. Et donc tout cela me satisfait grandement. Adèle, on a le temps pour poser la dernière question de cette partie. Tu peux y aller. D'accord, donc pour achever cette première partie, on voulait revenir sur votre livre et rappeler que vous y présentez des portraits donc, de femmes pionnières de la magistrature. Et est-ce que certains portraits, certaines femmes vous ont particulièrement marqué ? Alors, lorsque j'ai créé l'association Femmes de Justice, nous avons travaillé sur la connaissance des concepts, le partage en sororité, beaucoup, parce que je pense qu'il y a une période où il faut travailler entre femmes avant de proposer aux hommes nos analyses. On a fait tout ce travail au sein de Femmes de Justice. Et puis à un moment, au bout de quelques années, on était en 2018, lorsque je me suis posé pour la première fois cette question, et je m'en veux un peu de ne pas me l'être posée avant. Qui était la première femme magistrate en France? Alors je me tourne vers la chancellerie, vers la Cour de cassation, et je leur demande, mais au fait, c'est qui? Et là, je suis confrontée à un grand silence. Et ce silence va tout de suite m'interroger. Je me dis, c'est quand même bizarre que notre institution n'ait pas gardé trace de sa pionnière. Parce que vous voyez, les avocats, par exemple, ils connaissent très bien Jeanne Chauvin. Jeanne Chauvin, c'est une avocate très connue, ils savent que c'est leur pionnière, il y a des salles Jeanne Chauvin dans tous les barreaux de France. Ils sont forts ces avocats, décidément. Ils sont forts ces avocats, mais les avocats, c'est une grande et belle profession et indispensable, la défense est indispensable. Moi jamais j'aurais voulu être avocat, mais je trouve que c'est un beau métier. C'est pas la même chose. En tout cas, moi je constate que mon institution n'a pas gardé trace de cette pionnière, et donc je décide de la chercher. J'ai du mal
à trouver son nom. Et c'est pour ça que j'ai plaisir à vous livrer son identité et à la citer. Elle s'appelle Charlotte Béquignon-Lagarde. Je retrouve son identité, mais je n'ai rien sur elle. Ce que je constate d'abord, c'est que elle n'a rien laissé. Elle n'a pas écrit. J'aurais tant aimé qu'elle ait tenu un petit journal de bord, un petit journal intime pour qu'elle me raconte, j'arrive à la Cour de cassation et je comprends rien et je suis la première et je découvre. J'aurais trouvé ça formidable qu'elle écrive. Mais elle n'a rien écrit. Comme souvent, les femmes. Les femmes ne laissent pas de traces d'elles-mêmes. Charlotte n'y a pas dérogé. Ensuite, je cherche si d'autres avaient laissé des traces d'elle, si on avait écrit sur elle, s'il y avait quelque chose, un colloque, un livre, des mémoires, quoi que ce soit qui puisse l'évoquer. Rien. Je ne trouve rien sur Charlotte Béquignon-Lagarde. Enfin, je cherche un portrait, une image. Pas d'image de Charlotte Béquignon-Lagarde. Et pourtant, si quelques-uns d'entre vous êtes déjà rentrés dans les palais de justice, on adore les portraits. Il y a des milliers de portraits dans toutes les cours d'appel de France. Des portraits d'hommes. Des très grands portraits d'hommes, de 3 mètres sur 3. Voilà. Ce qui veut dire que ces hommes, eux, ont eu le sens de la pérennité, de l'avenir, de la mémoire, des traces qu'ils pouvaient laisser. Les femmes, non, et Charlotte Béquignon-Lagarde, pas plus que les autres. Si bien que je me suis dit, eh bien pour le retrouver, il faut que je trouve quelqu'un de sa famille. Et j'ai retrouvé son fils, un agrégé de 84 ans, qui m'a offert le thé et qui m'a raconté sa maman. Et qui m'a donné cette photo qui est dans mon livre, qui est la seule photo que nous ayons d'elle. C'est une photo personnelle, une photo intime, familiale, qu'il m'a confiée pour que j'ai au moins un visage à mettre sur Charlotte Béquignon-Lagarde. Voilà, ce visage, eh bien je l'ai. Et je suis la seule à l'avoir, puisque c'est la seule image que nous ayons d'elle. Donc Charlotte Béquignon-Lagarde, c'est la première, c'est la pionnière. Au passage, je vous précise, c'est une femme exceptionnelle. C'est la première agrégée de droit en France en 1931. Et c'est la femme que De Gaulle va chercher lorsque la loi est votée, la loi du 11 avril 1946. Le gouvernement est pris d'un vent de panique. Et comme souvent dans ces cas-là, zut, il faut chercher une femme. Oh là là, comment on va faire? Il faut trouver une femme. Alors c'est une phrase que j'entends encore très très souvent dans les couloirs. Ah, il y a un poste, il faut trouver une femme. Comme s'il n'y avait pas de femmes. Il y a des tas de femmes formidables partout, des femmes talentueuses partout, mais on ne les voit pas. Et c'est ce qui va se passer aussi ce jour-là, c'est-à-dire que De Gaulle dit maintenant il faut me chercher une femme. Donc les gens cherchent et puis on se dit ah, il y a une femme formidable qui est agrégée de droit et qui enseigne non pas à la Sorbonne à Paris, à Rennes. On va aller la chercher, puis on va lui demander si elle veut bien devenir la première femme magistrate. Elle va accepter et elle va rentrer directement à la Cour de cassation où elle prête serment le 16 octobre 1946. Elle y restera 19 ans sans avoir jamais aucune autre collègue femme. Une fois que j'ai trouvé cette trace de cette pionnière, eh bien, j'ai eu envie de tirer le fil. Donc après, je me suis posé les autres questions. Quelle est la femme qui a été la première présidente d'un tribunal? La femme première procureure? La femme première présidente d'une cour d'appel? Première présidente de la Cour de cassation? Car il y en a eu une quand même, ils ont mis du temps, mais 1984, c'est Simone Rosès qui devient la première présidente de la Cour de cassation. Et puis ensuite, les premières femmes qui vont prendre des responsabilités administratives. La première femme directrice de l'administration pénitentiaire. Imaginez comme on imagine que les prisons, c'est un truc d'homme. D'ailleurs, c'est vrai, il n'y a que des hommes en prison. Et donc, comment se fait-il que ce monde très masculin pourrait être tout à coup dirigé par une femme? Eh bien oui. En 1983, Robert Badinter décide de nommer la première femme directrice de l'administration pénitentiaire, Myriam Ezrati. Et donc je vais tirer le fil comme ça et je vais aboutir à 17 femmes. 17 femmes pionnières qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait jamais vues. Alors si j'ai encore un peu le temps pour répondre à la deuxième partie de la question, quelle est celle qui m'a le plus marquée? Eh bien, vous serez peut-être surpris de comprendre que finalement, celle qui m'a le plus marquée, c'est pas forcément une de celles qui a pris des responsabilités, donc finalement celle qui pouvait le plus m'inspirer, moi, pour me dire je pourrais moi aussi prendre des responsabilités. Eh bien non, c'est en fait une femme qui a vécu quelque chose de tout à fait exceptionnel et de très émouvant. Cette femme, en fait, elle est juge d'instruction à Marseille à l'époque. Et un homme a été condamné à mort. Il s'appelle Amin Majoubi. Il a été condamné à mort parce que c'était un proxénète et qu'il a tué une des filles qu'il mettait sur le trottoir. Et puis, il faut l'exécuter. À l'époque, il y a la peine de mort. Et le président du tribunal de Marseille dit
à Monique Mabelli, vous êtes la doyenne des juges d'instruction de Marseille, c'est à vous d'y aller. Et elle se prépare donc à se rendre à la prison des Baumettes à 4h du matin pour assister à la décapitation. Ce sera la dernière peine de mort exécutée en France en 1977. Et elle va assister à cette décapitation. Quand elle revient chez elle, il est 6h du matin, elle se met à son bureau et elle écrit. Vous savez, cette écriture automatique, là, quand on ne réfléchit pas, on est sous le coup des émotions, puis on écrit. Et elle écrit comme ça 8 feuillets, à la main, à toute vitesse. Elle écrit 8 feuillets de témoignages sur ce qu'elle vient de vivre. Et qu'est-ce qu'elle en fait, ces 8 feuillets ? Parce qu'elle est une femme, elle le met dans un tiroir. Et ces feuillets vont rester dans un tiroir pendant 14 ans. Personne n'en aura connaissance, personne ne connaîtra ce texte. Et c'est son fils, à sa mort, qui va découvrir ces papiers et qui, heureusement, va comprendre que c'est important, ne va pas les mettre à la poubelle, et va se tourner vers Robert Badinter, qui immédiatement va comprendre la portée de ce témoignage et va dire « mais c'est un texte très important, il faut le rendre public ». C'est lui qui va rendre public ce texte, qui va en parler. Et ce texte, si vous voulez le voir, eh bien, il est aujourd'hui à l'École nationale de la magistrature, à Bordeaux. Il est affiché dans la bibliothèque. Vous pouvez lire ce texte. Et c'est vraiment très émouvant parce que c'est le témoignage d'une femme. Parce qu'après tout le monde avait lu l'exécution de Robert Badinter. Tout le monde avait lu le texte de Robert Badinter sur une exécution capitale et tout le monde avait trouvé ça très fort. Bah, le texte de Monique Mabelli, il est aussi très fort. C'est pas le même, c'est le sien. C'est sa façon de voir à elle. Et c'est pour ça que c'est un des textes et une des personnes qui m'a le plus émue. Merci, c'était une belle histoire pour finir cette première partie. Nous allons laisser appeler en tribune désormais Suzanne, Laurine et Ninon pour la deuxième partie consacrée aux femmes dans la justice. Et c'est Suzanne qui va poser la première question. Oui, alors dans cette deuxième partie, voilà, vous l'avez dit, on va aborder le rôle et la place de la femme en tant que magistrate. Et vous l'avez rappelé, même si la profession s'est largement féminisée, il n'y a que très peu de femmes au poste de pouvoir. Comment vous envisagez les façons de remédier à ce manque des femmes dans les places de pouvoir dans la magistrature ? Alors, c'est une grande question bien connue. Hein. Elle est internationale, interdirectionnelle, interculturelle. C'est partout la même chose. Hein. C'est partout la même histoire. Les femmes, quand on les laisse rentrer dans des professions, c'est déjà pas forcément facile. Mais alors, les laisser accéder au poste de pouvoir, là, c'est vraiment difficile. Il faut étudier tous ces mécanismes hein, et pourquoi tout ça se met en place. Alors on les connaît maintenant beaucoup mieux, ces mécanismes, hein, on peut les nommer maintenant. Alors notamment, vous le connaissez, c'est le plus connu, c'est le plafond de verre, hein, ce qu'on appelle le plafond de verre. Mais qu'est-ce que c'est le plafond de verre ? En fait, c'est toute une série de mécanismes qui se mettent en place dans la magistrature comme ailleurs. Alors, un des premiers grands mécanismes à l'œuvre, c'est la méconnaissance des femmes et le désintérêt des femmes pour les postes de pouvoir. Les femmes, elles veulent exercer un métier. Voilà, elles sont très intéressées par le métier, par la réalisation concrète, factuelle, quotidienne de l'œuvre de justice. Elles sont formidables, elles vous disent « moi je veux rentrer dans la magistrature parce que je veux être juge des enfants. Voilà. Ouais, bon. Je veux être peut-être juge d'instruction. Bon. Moi je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la magistrature en voulant cela, je pense qu'il faut vouloir être magistrate de la République. C'est pas la même chose que de vouloir exercer des fonctions particulières. Mais donc, elles vont exercer ces fonctions et elles peuvent d'ailleurs le faire pendant des décennies sans avoir rien compris à comment le système s'organise autour d'elles. En fait, elles viennent rendre la mission, mais sans comprendre qu'il y a une organisation, hein, ce que j'appelle l'organigramme. Les femmes, globalement, sont assez peu familières des organigrammes. Donc c'est un des premiers mécanismes du plafond de verre, hein, c'est le fait que les femmes n'identifient pas le pouvoir dans une structure. Elles ne comprennent pas qu'il y a à la base des postes, et puis après il y a des postes de coordination, puis après il y a des postes de direction, puis après il y a des postes de supervision. Elles ne comprennent pas ce système. Elles ne s'y intéressent pas. Contrairement aux hommes, qui très très vite vont s'y intéresser. Alors, c'est pas parce qu'on est homme ou parce qu'on est femme, c'est parce qu'on a été élevé comme ça. Voilà, parce que le système social, en fait, fait que, finalement, les hommes et les jeunes hommes dans la magistrature, je les vois très bien, ils arrivent dans la magistrature. Dans les 5 premières années, ils vont commencer à s'organiser et ils prendront un poste de petit procureur à peu près à 7 ans de fonction. 7 ans de fonction, ils commencent à prendre les premiers postes de petit procureur. Donc ils font la première marche. Les filles, pendant ce temps-là, elles rentrent dans la décennie des bébés.
Parce qu'elles ont fait de longues études. Elles ont maintenant, quand on rentre à l'école de la magistrature, on a 28 ans, 29 ans, 30 ans. Vous voyez, moi j'en avais 22. C'est plutôt des jeunes femmes maintenant qui ont la trentaine. Et donc, quand elles arrivent dans la magistrature, qu'est-ce qu'elles font? C'est normal, elles commencent leur vie personnelle. Voilà. Et souvent leur vie familiale. Donc souvent, elles commencent à fabriquer les bébés. Parce que c'est nous qui fabriquons les bébés. C'est un vrai problème, ça, hein, déjà. Il faudrait commencer par partager. C'est pas qu'un problème. En tout cas, en termes d'égalité, c'est une question. Oui. Moi, je dis toujours à mon mari que j'aurais préféré qu'il en fabrique la moitié. On se serait réparti le stock de fabrication. Moi, j'aurais trouvé ça très bien. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. C'est nous qui les fabriquons, les bébés. Donc, il faut du temps pour les fabriquer. Et puis après, du temps pour les élever, accessoirement. Et puis, du temps pour qu'ils réussissent leur scolarité, ces bébés. Hein, parce que nous sommes dans des milieux socioculturels élevés. Et que donc, il est de bon ton que les enfants réussissent à l'école. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on le sait, hein, les études internationales nous le montrent, la réussite scolaire des enfants, c'est à 80% l'investissement de la maman. Donc, les femmes, elles se mettent à réaliser tout ça en même temps qu'elles travaillent. Hein. Entendons-nous bien, elles travaillent. Mais elles ne prennent pas des postes de responsabilité. C'est pas la même chose. Donc, elles vont utiliser cette décennie à autre chose, pendant que les hommes, eux, vont tout de suite prendre les premiers postes de responsabilité. Et arrive un deuxième mécanisme du plafond de verre qui est la linéarité des parcours. Dans la fonction publique, il est dit qu'on a d'abord un petit poste, puis un moyen, puis un grand. Voilà, c'est chacun son tour, c'est comme ça que ça marche. Il faut franchir les étapes les unes après les autres. Donc, quand la femme se réveille, allez, admettons 15 ans plus tard, quand les enfants commencent à être grands, qu'on commence à se dire, bon, allez, je suis un peu plus libre, je m'y mets très bien. Eh bien là, l'institution va lui répondre, ah ben non, madame, c'est dommage, hein, mais vous n'avez pas franchi toutes les étapes d'avant. Vous n'avez pas eu un petit, un moyen, alors donc vous ne pouvez pas nous demander un grand tout de suite, c'est pas possible. Or, au même âge, évidemment, l'homme de la même génération, de la même promotion, lui, il a déjà avancé, et puis lui, il est déjà dans un gros poste. Donc ça, c'est aussi un mécanisme qu'on a identifié clairement, et contre lequel moi je lutte. Hein. C'est-à-dire, je pense qu'il faut laisser aux femmes la possibilité de prendre peut-être un plus gros tribunal tout de suite. Parce qu'elles sont plus âgées, elles ont d'autres expériences, elles le feront autrement. Mais je pense que l'institution ne se met pas en grand risque en leur proposant de prendre des responsabilités plus hautes, en fait, à un autre moment de leur carrière. Donc ça, c'est un deuxième mécanisme. Enfin, oui, deuxième. Le troisième mécanisme très très fort dans la magistrature, dans la fonction publique globalement, mais dans la magistrature, c'est très très fort, c'est la mobilité géographique. Dans la magistrature, nous avons une obsession de la mobilité géographique. Vous avez devant vous quelqu'un qui a déménagé 17 fois. En combien d'années? Eh bien, en 30 ans de carrière. 35 ans maintenant de carrière. 17 fois. Après, ce qu'on aime bien aussi dans la magistrature, c'est nous faire déménager en plein milieu d'année. Donc, je vous dis, vous avez devant vous quelqu'un qui n'a jamais déménagé en septembre. Ce qui est quand même plutôt pratique pour scolariser les enfants. Voilà. Donc, moi, ma fille aînée, elle a déménagé en plein milieu de sa 6e, en plein milieu de sa seconde. Voilà. Toutes les étapes importantes de sa scolarité, on les a joyeusement fichues en l'air. Et hop, on est parti en plein milieu d'année, elles ont tout changé. Bon, voilà. Vous voyez bien que tout ça, c'est un frein, et que ça ne marche pas. Et que, évidemment, tout le monde va intérioriser, enfin, les femmes vont intérioriser que ce n'est pas un bon système. Que ça va mettre en péril la réussite des enfants, leur réussite familiale, et donc vont se mettre à l'abri de ce système. Et donc je les entends, je sais ce qu'elles me disent. Elles me disent « Oh, moi, madame la première présidente, ça ne m'intéresse pas, les postes de direction. » Alors ça, c'est une façon géniale de contourner le système. Je dis finalement, ce système, il a des règles qui ne me conviennent pas, donc je dis que ça ne m'intéresse pas. Alors que moi, je dis il faut changer les règles du système, ce qui n'est pas du tout la même logique. Voilà. Il faut arrêter ce système, qui est un système qui est mauvais pour tout le monde, parce qu'il n'est pas meilleur pour les hommes, ce système. Sauf que les hommes ne vont pas y répondre de la même façon. Les hommes me disent « Mais Gwenola, les règles, c'est les mêmes pour les garçons et pour les filles. Pourquoi vous vous plaignez, vous les filles? C'est pareil, c'est la même règle. On doit déménager tous. Moi aussi, je dois déménager. C'est bien compliqué pour moi aussi de déménager. » Sauf que les hommes et les femmes ne vont pas répondre de la même façon à cette obligation. Que vont faire les hommes? Ils vont partir en célibat géographique. Ils vont dire... Ils sont malins, ces hommes. Ils sont malins. Ils vont dire, pas de souci, madame et les enfants restent là, stable. La maison, la piscine, l'école, tout va bien. Moi, je vais prendre le poste de procureur à 400 km. Toc, toc, toc. En plus, c'est pratique. Du lundi matin au vendredi soir, je ne suis pas là. Je ne fais pas les devoirs, je ne fais pas le bain, je ne fais pas les repas du soir. Et hop, je ne fais pas tout ça. J'arrive le vendredi soir, je suis le dieu de mes enfants parce que je vais aller à la piscine avec eux le samedi. Donc, tout va bien, en fait. Je vais avoir tout ce qui est sympa. Pendant ce temps-là, je fais ma carrière. Je prends ce fameux
poste de petit procureur, puis après de moyen procureur, tout en gardant la stabilité familiale et en pouvant se prévaloir de la réussite scolaire des enfants. Donc, tout va bien. Et les femmes assument tout le reste. Et elles, pendant ce temps-là, elles ne font pas leur carrière. Donc tout ce système que je décris, qui est bien connu, en fait, tout ce que je dis, c'est finalement une série de banalités. Mais en réalité, cette série de banalités, eh bien, en fait, mis bout à bout, ça fait tout un système qui empêche les femmes de prendre des responsabilités. Et donc, moi, je dis très simplement à mon institution, à mon ministère, qui m'entend sans cesse là-dessus, je lui dis simplement, mais changeons les règles. C'est tout simple, changeons les règles. Arrêtons de dire qu'il faut déménager tout le temps, parce que finalement, en Allemagne, ils ne déménagent pas, en Suisse, ils ne déménagent pas, en Italie, ils ne déménagent pas. Pourquoi en France, il faut absolument que le magistrat déménage tout le temps? Vous le savez, c'est au nom de l'impartialité. On dit que si un juge reste trop longtemps quelque part, il va connaître tout le monde, et donc il sera plus impartial pour rendre la justice, il sera plus indépendant parce qu'il connaîtra le maire du coin et son voisin. Bon. C'est intéressant ça, parce que beaucoup d'autres pays pensent qu'au contraire, un juge doit être dans sa communauté, doit au contraire être quelqu'un de très implanté et bien connaître son environnement. Nous, en France, on préfère des magistrats désincarnés, qui sont détachés du terreau local, qui sont des gens un peu comme ça, qui flottent là, sans attache. Hors sol, qui vont d'une ville à l'autre, comme si nous n'avions pas de famille, pas d'amis. C'est intéressant, c'est vraiment une conception du juge. Un juge qui doit être sans lien. Alors que je pense que les citoyens et les citoyennes de notre pays, aujourd'hui, c'est tout le contraire qu'ils demandent au juge. Ils demandent au juge d'être quelqu'un d'incarné, d'être quelqu'un qui est dans un territoire, qui les comprend, qui les écoute, qui connaît leur biotope local. Et donc je pense que là, on est arrivé à la croisée des chemins, à une sorte d'incompréhension entre les citoyens et leurs juges, et beaucoup à cause de ce système. Alors justement, Laurine, ta question va dans le droit fil de cette première question. Vous-même, vous occupez actuellement un poste à atroce responsabilité, puisque vous êtes la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers. Comment avez-vous vécu votre accession à ce poste? Avez-vous subi des critiques? Alors moi, je l'ai très bien vécu, parce que moi, je trouve très important qu'il y ait des femmes en responsabilité, et puis moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Donc je trouve ça très bien. La question, c'est est-ce que vous avez vécu des réflexions? Alors, moi, le sexisme ordinaire, dont j'ai été l'objet tout au long de ma carrière, ça a été la petite phrase que les hommes de ma génération m'ont exprimée à chaque étape. C'est « Ah bah oui, Gwenola, si t'as ce poste, c'est parce que t'es une femme. » Et cette phrase-là, vous voyez, elle est toute simple, mais c'est une phrase qui me blesse profondément à chaque fois. Ça marche très bien. Parce que cette phrase, elle nie ce que je suis, mon parcours, mes réalisations, mes succès, mon passage devant le Conseil supérieur de la magistrature. Car je le dis souvent aux collègues qui me font cette réflexion, as-tu évoqué une autre hypothèse? Celle que je suis meilleure que toi. Celle que le CSM a pensé que je serais une meilleure première présidente que toi. Je pense que parfois, il devrait se poser cette question. Donc oui, le sexisme ordinaire, je l'ai vécu. Et il me blesse à chaque fois, je m'en veux presque à chaque fois que ça me blesse. Je me dis, comment ça se fait que tu n'es pas encore assez forte pour ne pas être blessée par ces réflexions? Mais je le suis encore. Et je trouve qu'il faut qu'on fasse tous très attention, les hommes et les femmes, à ne pas faire perdurer, en fait, c'est cette histoire de domination permanente qui fait que finalement, on nous redit à chaque fois, vous n'êtes pas légitime sur ce territoire. Ce territoire du pouvoir n'est pas le vôtre. Et dès lors que vous y mettez les pieds, on vous notifie d'une façon ou d'une autre que vous n'êtes pas chez vous. Ninon, sur les violences. Oui, et plus particulièrement sur la formation des magistrats et magistrates. Aujourd'hui, on apporte beaucoup la question dont sont traitées les affaires de violences sexistes et sexuelles devant la justice. Et est-ce que les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles étaient des thèmes qui étaient abordés lors de votre formation à l'ENM? Et est-ce que d'après vous, c'est le cas aujourd'hui également ou davantage le cas aujourd'hui? Bon, alors là, ce que vous évoquez, c'est les champs du contentieux. Ce qui est formidable avec ce métier de magistrat, c'est qu'en fait, vous êtes en lien direct avec la société. Alors, là encore, quand on dit que le juge est déconnecté, je n'arrive même pas à comprendre comment c'est possible de concevoir ça. Parce que je pense qu'il n'y a pas plus connecté à la société qu'un juge, puisque toute la journée, dans nos salles d'audience, c'est toute la société qui passe devant nous, tout le temps.
Les conflits conjugaux, les problèmes de cuisine mal posés, de voitures qu'on a achetées avec un vice caché, de vols, de cambriolage dans le quartier. Enfin, il n'y a pas plus en lien avec la réalité sociale qu'un juge. Voilà. Donc moi, vraiment, je vous le dis, et je trouve très important de le dire aux citoyens, ne pensez pas que votre juge est quelqu'un de désincarné et qui ne soit pas en lien avec vos réalités. Il n'y a pas plus en lien avec la réalité qu'un juge. Et je prétends qu'il est presque plus en lien que l'exécutif ou le législatif, même si les parlementaires sont aussi beaucoup sur le terrain et écoutent beaucoup les gens. Mais nous, on a les histoires en direct. Alors après, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'un juge, en fait, il voit la société évoluer. Donc moi, depuis 35 ans, j'ai vu que ce n'était pas les mêmes choses qui arrivaient devant le tribunal. Et effectivement, quand j'ai commencé, les violences sexistes et sexuelles, d'abord, ce terme n'existait pas. Voilà, donc on ne savait même pas que ça pouvait exister, tout ça. Je n'y ai pas été formée, bien entendu. Je n'y ai pas été sensibilisée, on ne m'en parlait pas. Moi, à mon époque, on parlait beaucoup de criminalité organisée. On était beaucoup, à l'époque, dans la délinquance économique et financière. C'était la grande époque, moi, Manipulité, c'était Renaud Van Runebeck, c'était la corruption des élites politiques. Dans les années 90, c'était beaucoup ça. Donc moi, j'ai été beaucoup formée à ça et ça m'intéressait beaucoup. Voilà, moi, j'ai été nourrie de cela. Donc alors vraiment, les violences sexuelles, tout ça, c'était pas du tout notre sujet. Franchement, on n'en parlait pas. Mais tout ça a bougé, comme la société. La société a bougé, et les juges, ils ont bougé, puis la loi a bougé, parce que tout ça, c'est une triangulation. La loi bouge, donc elle demande au juge de changer sa façon de faire les choses, c'est normal. Le juge, il applique la loi, et la loi, c'est vous qui la décidez, les citoyens, parce que c'est vous qui élisez votre député. Donc cela met de côté tout à fait cette sémantique du gouvernement des juges. Vous entendez dire ça ? Voilà. Il y a une espèce de musique là aussi sociale qui est de dire « Ah mais les juges, on en a marre, parce que c'est le gouvernement des juges ». Vous avez même entendu une expression très très forte ces dernières semaines qui moi personnellement m'a beaucoup choquée, qui est de dire nous avons assisté à un coup d'état de droit en parlant d'une décision du Conseil constitutionnel dans un état de droit comme le nôtre. Quand on franchit ces limites-là, il faut qu'on soit tous inquiets, tous inquiets de ça. Donc je prétends, j'affirme devant vous aujourd'hui qu'il n'y a pas de gouvernement des juges en France. C'est un fantasme, ça n'existe pas. Les juges, ils sont à leur place et ils appliquent les lois que vous demandez à vos députés de faire voter. Il n'y a pas plus légitimiste qu'un juge. Un juge, il applique la loi. Parce que ce n'est pas son rôle de la fabriquer. Moi, je ne fabrique pas la loi. Bon. Donc, je fais avec les lois. Et quand les lois me parlent de violences sexistes et sexuelles, je me dis, ok, donc il faut que je m'en empare. Et puis moi, j'organise l'institution judiciaire pour répondre à cette demande sociale qui passe par la loi. C'est ça le chemin de notre histoire sociale. C'est pas l'inverse, c'est pas le juge qui se mêle de quelque chose un terrain sur lequel il ne serait pas légitime. Pas du tout. Vous savez, le terrain judiciaire, il est bien assez vaste, sans que je cherche à aller sur le terrain des autres. Le gouvernement gouverne, les parlementaires légifèrent, moi je juge, c'est déjà pas mal. Suzanne ? Vous l'avez dit, on a beaucoup invoqué la prétendue faiblesse des femmes pour leur refuser l'accès à la magistrature. Est-ce que, selon vous, les premières magistrates ont subi une présomption de faiblesse lorsqu'elles sont entrées en fonction ? Est-ce que vous-même, vous l'avez subi ? Est-ce que ça aurait pu les mener à montrer plus de dureté dans leurs décisions ? Alors, je crois que les femmes qui sont rentrées dans la magistrature à partir de 1946, ça a vraiment été très dur pour elles. Et d'ailleurs, il faut se rappeler qu'elles sont rentrées très lentement dans la magistrature. Sur les premières décennies, c'est quelques dizaines par an. Ça va tout doucement, c'est pas un raz-de-marée, c'est pas tout à coup les femmes qui envahissent la magistrature. Les hommes craignaient ça, en disant tout à coup ça va être horrible. Bon, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, on les a mis beaucoup dans les postes administratifs au début. Elles sont beaucoup restées à la chancellerie. Simone Veil en est un très bon exemple, par exemple. Simone Veil n'a jamais été en juridiction. Elle a été en centrale. Donc ces femmes-là sont restées plutôt dans des postes administratifs. Quand elles ont commencé à être dans les tribunaux, elles ont effectivement subi cette présomption de faiblesse et c'est pour ça qu'on les a laissées dans des postes où on pensait que leur qualité naturelle allait être bien utilisée. Juge des enfants, par exemple. Donc ça a servi la magistrature pendant un certain temps. Mais ensuite, quand elles sont devenues majoritaires et qu'elles sont rentrées dans tous les postes, ça devenait difficile de dire qu'elles allaient être plus faibles que les autres. Surtout que les femmes qui rentrent dans la magistrature sont souvent justement des femmes qui ont l'envie, le caractère, le potentiel, les appétences pour exercer des responsabilités. Car moi, je le dis souvent aux gens qui veulent devenir magistrats, la qualité essentielle pour un magistrat, c'est de savoir décider.
Un magistrat, ça fait ça toute la journée. Décider, décider, décider. Trancher. Donc il faut avoir cette capacité, cette volonté, cette envie, et les femmes l'ont eu. Donc faiblesse, finalement, assez vite, les choses se sont normalisées. Et moi, par exemple, quand je suis rentrée dans la magistrature en 1990, c'était plus ça qu'on disait sur les femmes. C'était pas faiblesse. C'était incapacité à diriger l'institution. Laurine ? On dit souvent que la justice a les yeux bandés. Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'impartialité et comment vous parvenez à concilier votre activité engagée de militante en faveur de la cause des femmes avec ce devoir d'impartialité qui impose votre fonction ? Alors, avant de commencer, parce que la sémantique c'est important, je ne suis pas une militante. Je suis une experte. Et c'est pas du tout la même chose. Voilà, je suis au sein de mon ministère une experte de l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, je ne mène pas de combat. J'essaie de baisser la sémantique, vous voyez, pour que l'on comprenne qu'il est légitime que dans tous les ministères de notre pays, il y ait des femmes qui disent bah oui, il faut s'occuper de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bon, le sujet que vous abordez, c'est la question de l'impartialité. C'est un grand, grand sujet, très important pour vous, les citoyens. Parce que ce que vous souhaitez, vous tous, c'est deux choses essentielles. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a formalisé en France. Vous souhaitez que le magistrat soit indépendant. Donc indépendant, c'est que vous ne voulez pas que l'exécutif puisse lui téléphoner en disant dans cette affaire, je veux que vous tranchiez noir ou blanc. Bon, indépendant. Je pense que vous pouvez avoir confiance. Vous avez une justice indépendante. Moi, en 35 ans, jamais personne ne m'a appelé pour me dire je veux que vous preniez telle décision. Bien sûr, tout ça n'est pas si simple. Il y a des pressions, des jeux de pouvoir, tout ça existe. Mais jamais l'idée qu'en France, on puisse dire à un magistrat, tu dois trancher dans tel sens. Et on peut considérer que c'est déjà très important parce que quand on regarde le monde dans son ensemble, il n'y a pas beaucoup de magistratures dans le monde qui soient vraiment indépendantes. Donc, chérissons notre magistrature indépendante française. J'essaie de vous faire aimer les magistrats, vous l'avez remarqué. Donc voilà, il y a l'indépendance. Et puis après, le deuxième grand pilier, c'est l'impartialité. Parce que ce que vous voulez, c'est que quand vous arrivez devant le juge, vous disiez « Ah oui, mais non, mais il a déjà son avis. » Forcément, il va être pour noir ou blanc, il sait déjà. Donc vous voulez l'impartialité. Et donc en France, non, partout, on a symbolisé cette impartialité par les yeux bandés. Vous voyez cette Thémis. Thémis, elle est comme ça. Elle porte la balance, donc l'équité, l'équilibre. De l'autre côté, elle a le glaive, donc la sanction, le pouvoir de mettre en prison, de trancher, de couper la tête. Et puis, alors qu'elle tient la balance d'un côté, le glaive de l'autre, on lui met un bandeau sur les yeux. Alors moi, personnellement, ça m'a toujours fait peur. Je me suis dit, bah dis donc, c'est un peu bizarre cette histoire. Elle a un tel pouvoir entre les mains et on veut qu'elle soit aveugle. C'est quand même étonnant comme symbole. Moi, ça m'a toujours dérangée. J'aime pas ce symbole. Parce que moi, je veux une magistrature avec les yeux ouverts. Une magistrature qui regarde, qui regarde ce qui se passe dans la société, qui est capable, à travers son regard, de porter une attention à la société, aux citoyens et aux citoyennes. Donc ce symbole ne me plaît pas. Bon, ça ne veut pas dire que je remets en cause le concept d'impartialité. Mais considérer que l'impartialité, c'est l'aveuglement, c'est un peu comme considérer que l'indépendance, c'est l'isolement. C'est cette idée qu'on a, que le juge, il doit être isolé, tout seul dans son coin, là, pour être indépendant. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que je dois être avec vous tous les jours, discuter, puis après, je retourne au tribunal, et puis je me mets dans ma posture d'indépendance pour vous rendre justice. Ben, l'impartialité, c'est pareil. Moi, je ne pense pas qu'il faille que j'ai aucune opinion sur rien, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faudrait. En fait, il faudrait un juge qui n'a aucune opinion sur rien. Pas facile, quand même, Comment on va faire pour trouver quelqu'un pour rendre la justice qui n'a aucune opinion sur rien, qui n'a rien lu, rien vu, écouté personne, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de famille. Puis est-ce que ce serait intéressant ? Intéressant pour qui ? Pour lui, pour la société ? Pour la société. Moi, je crois pas. Mais vous voyez, on a ces espèces de mythes là, qu'il faudrait qu'il soit complètement impartial, donc qu'il n'ait aucun avis sur rien. Alors, moi, je pense, et c'est ça que je défends, que l'impartialité du juge, celle que vous attendez de votre juge, c'est ce juge qui, lorsqu'il est à l'audience, écoute avec honnêteté, avec authenticité, les arguments qui sont développés devant lui. Moi, vraiment, je la raconte souvent, cette anecdote, mais c'est vrai, je suis juge depuis 30 ans quand même.
Et ben quand j'écoute le premier qui me raconte son histoire, à chaque fois je me dis, oh, c'est lui qui a raison. C'est sûr que je vais lui donner raison. Ah, cette histoire-là, c'est sûr, je l'achète. Elle est géniale. Puis après, j'écoute l'autre. Et je me dis, ah ben zut, oh, mais l'autre, il me raconte tout à fait une autre histoire. Oh, puis le premier, il m'a pas raconté ça, il m'a pas dit. Ah, puis il m'a menti, en fait, il m'a dit des trucs, c'est pas vrai. C'est génial comme expérience, juge. C'est que vous vous apercevez qu'il y a sacrément intérêt à écouter les deux parties, hein, pour être à peu près sûr de la vérité. Vérité judiciaire, hein, qui a tous c'est relatif, la vérité judiciaire. Mais ça illustre bien hein, qu'il faut vraiment tout écouter, tout regarder pour être vraiment indépendant et impartial. Ce qui fait que moi je pense que pour être impartial aujourd'hui, eh bien, il faut être très éclairé, au contraire, avoir essayé de s'intéresser à la société dans tous les domaines. Et donc là, on arrive à l'idée que est-ce que vous voulez un juge qui s'y connaisse bien dans les sujets qu'il juge ? Ou est-ce que vous préférez un juge qui n'y connaît rien ? Alors, je vous donne un exemple. Pour juger le terrorisme, est-ce que vous préférez un juge qui n'y connaît rien en terreau, hein, mais rien, hein, s'il vous plaît, hein. C'est-à-dire que vraiment, il ne s'est pas intéressé à la géopolitique, il ne sait rien des grands mouvements islamiques, hein, il ne s'est vraiment pas intéressé aux religions. Oh là, c'est super, il est bien, bien impartial, ce juge-là. Il n'y connaît rien. En fait, il est nul, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est chouette, c'est un chouette juge, ça plaît à tout le monde, quoi. Enfin, c'est une absurdité. Évidemment qu'on a envie de grands juges qui sont des spécialistes du terrorisme, et que heureusement qu'au pôle antiterro à Paris, ben, ils sont super bons et qu'ils connaissent bien les sujets. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de vous dire, ces juges-là, ils ne sont pas impartiaux ? Vous diriez pas ça, je pense. Bon. Deuxième thème, en ce moment, on parle d'écologie. On développe les pôles environnement. Alors, est-ce que vous voulez un juge qui n'y connaît rien en développement durable, qui ne sait pas ce que c'est que le coût carbone, hein, et qui surtout, s'est pas intéressé aux bassines ? Bah non, moi c'est chez moi les bassines, hein, c'est à Niort, c'est sur mon ressort. Donc moi j'ai tout lu, tout regardé sur les bassines, quoi, pour avoir, je sais pas, un peu de culture générale sur les bassines, parce que le jour où ça va venir en appel devant moi, bah j'aimerais quand même avoir un peu de culture générale sur les bassines, quoi. Ça m'empêchera pas ce jour-là d'entendre les agriculteurs qui vont me dire les bassines c'est très important, les écolos qui vont me dire les bassines c'est affreux. Ben, je vais écouter les deux ce jour-là, et puis je rendrai une décision en fonction de la loi. Non pas en fonction de mon opinion, mais en fonction de la loi. Donc une fois que je vous ai parlé de terreau, une fois que je vous ai parlé d'écologie, bah, parlons des violences faites aux femmes. Pourquoi tout à coup, sur la question des violences faites aux femmes, on me dirait « Ah mais madame la juge, vous n'êtes pas impartiale. Vous vous y connaissez trop. » Moi je sais, madame Jolicose, elle s'y connaît en violences faites aux femmes. Ouh là là, elle s'y connaît. Elle s'y connaît trop. Elle ne peut pas me juger. Enfin, on est complètement fou hein, quand on dit ça. Hein. Il faut des juges qui connaissent les sujets. Et les violences faites aux femmes, c'est aussi un sujet. Un grand sujet sociétal, théorique, sur lequel il faut avoir des connaissances. Ben, on sera meilleur pour juger les affaires de violences intrafamiliales quand on le connaîtra mieux. Donc, moi, ben, je suis spécialisée dans ce domaine-là. Voilà, je m'y connais pas mal en violences faites aux femmes. Donc, quand les hommes viennent devant moi pour que je les juge sur ces questions, bah, je pense que je ne suis pas mauvaise. Et puis quand j'entends les victimes, bah, je pense que je suis meilleure juge. Mais ça ne permet pas de dire ah bah, quand on passe devant Madame Jolicose, ça y est, elle est plus impartiale. Elle va forcément être du côté de la femme. Bah non, je ne suis pas forcément du côté de la femme. Je vais écouter ce que l'homme va me dire de pourquoi il a tapé sur sa femme. Il a sans doute des explications. Bah, il va me les donner. Je vais l'écouter. Mais je vais l'écouter en étant formée, comme mon collègue du pôle antiterro et comme mon collègue du pôle environnement. Ninon, est-ce que tu peux citer ta dernière et 7e question de cette partie, s'il te plaît. Alors donc, ça rejoint, enfin, ou pas, oui. Selon Montesquieu, le juge, c'est la bouche de la loi. Dans la réalité, qu'en est-il selon vous de la part de l'individualité dans le jugement ? Ça rejoint un peu... Oui, ça rejoint, mais ça n'est pas contradictoire. Le juge est la bouche de la loi, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire le juge applique la loi, point. On ne lui demande pas son avis sur la loi. Ils ont raison. Moi, je ne donne pas mon avis sur la loi. C'est celle-là, je l'applique. C'est mon rôle. En revanche, et depuis toujours, il y a les cas. Moi, je ne juge pas des choses éthérées et théoriques. Je juge le cas de Monsieur X et de Madame Y. Ils viennent devant moi, ils me soumettent leur cas. Et ils veulent que je tranche. C'est mon boulot. Bon. Donc si la loi, elle n'est pas tout à fait, elle colle pas tout à fait avec ce cas-là, bah depuis toujours, le juge a fait jurisprudence. C'est le métier du juge depuis toujours, de faire de la casuistique.
On a même interdiction de faire des arrêts de principe. Vous voyez, le législateur, il a dit, vous n'avez même pas le droit de faire, de dire, bah, moi, dans ce cas-là, on pense qu'on devrait faire comme ça, parce qu'ils trouvent que c'est déjà trop près de la loi. Ils nous disent, soyez près du cas. Donc moi, je juge des cas. 1 cas, 10 cas, 100 cas dans la semaine, je juge des cas. Et donc, j'applique la loi. Donc oui, je suis bouche de la loi. Mais je suis aussi celle qui interprète la loi, parce que c'est nécessaire. C'est parce que les cas, ils ne sont jamais exactement ce que la loi a prévu. D'ailleurs, les grands universitaires d'aujourd'hui nous disent que globalement, la loi est trop précise, trop petite, trop dans le détail, qu'il faudrait revenir à des grandes lois plus stratégiques, hein, qui soient plus générales. Portalis, il faisait des grandes lois. Voilà. Il disait, on est responsable du fait d'autrui, point. Puis nous, on se débrouillait derrière pour l'appliquer à chaque cas. Maintenant, on a une loi sur les chiens, une loi sur les enfants, une loi sur les balançoires. Voilà, on a la responsabilité de tout le monde dans tous les cas, parce qu'il y a eu un fait divers. À chaque fait divers, il y a une loi. Mais moi, j'en ai pas besoin, en fait. J'ai la responsabilité du fait d'autrui, ça me suffit largement. Enfin, vous voyez, on a les grands principes et pour nous, ça nous suffit. Bon, mais je ne critique pas le législateur, il fait ce qu'il veut. S'il décide de faire des lois sur tout, ben moi, j'appliquerai chaque loi sur chaque cas. Merci Suzanne, Ninon et Laurine pour cette partie. Et on va appeler Tania et Léa pour la 3e partie consacrée aux femmes face à la justice. Et c'est Tania qui va poser la première question. Pour la dernière partie de cette rencontre, nous voulions revenir sur des arrêts que vous avez récemment rendus à la Cour d'appel de Poitiers. Donc, le 31 janvier 2024, vous avez rendu 5 arrêts concernant des affaires de violence conjugale dans lesquelles vous utilisez la notion de contrôle coercitif. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion et nous expliquer quel est l'intérêt aujourd'hui d'introduire cette notion en droit français ? Alors merci de me poser cette question parce que c'est vraiment l'occasion de rendre compte aux citoyens de l'action d'un juge. Alors vous me permettez de revenir un peu plus loin avant d'aller directement aux arrêts, c'est de parler de la question des violences faites aux femmes de manière générale. Je ne vais pas vous refaire un panorama social, hein, vous savez assez bien hein, à quel point c'est un drame, hein, à quel point nous n'arrivons pas à faire baisser les chiffres. En France, aujourd'hui encore, 130 à 140 femmes par an sont tuées. On n'arrive pas à faire baisser ce chiffre. On ne compte pas depuis très longtemps. Hein. La France ne compte que depuis 16 ans. Donc je ne peux pas vous dire combien il y avait de féminicides dans les années 50. Je ne sais pas, on ne les comptait pas. Mais depuis qu'on compte, on n'arrive pas à faire baisser ce chiffre. Et comme le dit Philippe Besson, qui est ici parmi nous, ceci n'est pas un fait divers. Chaque féminicide ne sont pas des faits divers. C'est une systémique. Il se passe quelque chose dans notre société, dans nos sociétés, dans le monde entier, il se passe quelque chose. Les femmes sont tuées. Voilà. Donc à partir de ça, ça traîne derrière. Hein, je vais le dire parce que c'est assez intéressant, c'est une remarque que j'ai depuis pas si longtemps que ça. Juste ensemble, qu'on compte les cadavres, si vous voulez bien. On a 130 à 140 cadavres de femmes par an. Ok ? On les a. Autour, on a les cadavres d'hommes qui se suicident après avoir tué. On en a environ 25%. Pas environ, on en a 25%. 25% des hommes qui tuent leurs femmes se suicident juste après. Donc ça nous fait ces cadavres-là. Il y a aussi toutes les affaires où on tue les enfants. On tue les enfants avant madame, comme ça madame voit que ses enfants sont morts. On tue madame, puis après on tue les enfants. Ou alors on va se suicider avec les enfants. Il y a toute cette modalité-là. Ça nous fait tous les enfants tués. Est-ce que vous avez une idée de combien il y a d'enfants tués dans ces cadres-là chaque année ? Non, on ne sait pas. Il y a environ 25 enfants tués comme ça par an. Alors en 2023, il y en a un qui a bien fait monter les stats, puisque le jour de Noël 2023, il en a tué 4. Vous l'avez en tête, ce fait divers, il est tout récent. Il a tué ses 4 enfants le jour de Noël. Donc là, il nous a bien monté les stats. Voilà. Donc on a les cadavres de femmes, les cadavres d'hommes qui se sont tués, les cadavres d'enfants tués. Et puis, on a désormais une nouvelle notion qui est ce qu'on appelle le suicide forcé. On a toutes ces femmes qui sont tellement mal dans cet enfer conjugal qu'elles décident d'en sortir en disant « bon, ben moi, je vais me suicider. De toute façon, je ne sais plus comment m'en sortir. Cet homme ne me lâchera pas. Je ne pourrai pas sortir de cette relation, donc je préfère me suicider. » L'estimation aujourd'hui du nombre de suicides forcés en France, c'est 800. C'est énorme. 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 On aurait 800 cadavres de femmes
liées au suicide forcé. Moi, ce chiffre, je le trouve dingue, mais c'est l'estimation qu'il y a aujourd'hui. Et puis, nouveau phénomène que nous étudions depuis très peu de temps, c'est la question de l'infanticide maternel. C'est les femmes qui, avant de se suicider, vont tuer leurs enfants. Vont se dire, moi, je veux sortir de cet enfer, mais je ne veux pas y laisser mes enfants. Ils s'en sortiront pas, donc ils vont partir dans la mort avec moi. Et ce ne sont pas des néonaticides, hein. C'est pas je pars avec un nourrisson. Non, non, je pars avec des grands enfants. La dernière affaire que j'ai eu à juger, la femme avait tué son enfant qui avait 15 ans, son fils de 15 ans, qu'elle a tué et elle est partie, elle s'est suicidée. Donc vous voyez, c'est assez dingue hein, en fait. Hein. C'est que c'est pas quelques cadavres, hein. C'est beaucoup de cadavres. C'est plus que les cadavres du terrorisme. Ça, c'est pas dans le décompte officiel. Et non, officiel. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on compte. Mais je trouve que ça change un peu la donne hein, quand on en parle comme ça. Ça devient un peu autre chose. Étant donné qu'il faut toujours un peu changer la façon d'aborder les sujets, on ne va pas sans cesse dire il y a 130 femmes tuées par an. Donc maintenant, j'en rajoute un peu. Je rajoute tous les cadavres autour pour qu'on soit tous un peu bien conscients de ce que ça veut dire, quoi. Hein. C'est plus que de morts par le terrorisme en France, tous les ans. Hein. Voilà, donc c'est ça la réalité des violences conjugales en France. Et puis bien sûr, je vous fais grâce des 220 000 plaintes par an hein, de femmes qui disent « je me fais taper dessus ». Elles ne se font pas forcément tuer, mais elles se font taper dessus. Bon, et puis après, je vous fais grâce aussi de toutes les questions sexuelles. Hein. Il y a toute la question du viol, toute la question des agressions sexuelles et toute la question des incestes. Vous avez vu la Civise hein, qui pendant 3 ans a fait le tour de France hein, autour des témoignages d'inceste. Vous avez vu aussi la SIAZ, quelques temps auparavant, où Jean-Marc Sauvé a fait tout le travail autour de l'Église hein, et des viols d'enfants, beaucoup de garçons, hein, au sein de l'Église. Donc vous voyez, quand on met tout ça bout à bout, hein, ça fait un panorama assez incroyable. Hein. C'est un continent, hein, c'est cette histoire. Hein. Donc, une fois qu'on a posé ça, les violences faites aux femmes, je prétends que c'est vraiment un sujet, un objet maintenant de connaissance. Et je remercie le dynamisme notionnel de ces dernières années. C'est-à-dire que les universitaires, les chercheuses, elles nous ont fabriqué de la connaissance au cours de ces 15 dernières années, mais je les remercie. Je ne sais pas s'il y en a là dans la salle, mais je les remercie. Toutes ces universitaires, c'est souvent des femmes, je le constate, qui ont fabriqué des notions, fabriqué des concepts. Des choses, on n'arrivait pas à les penser avant. Puis une fois qu'on nous a mis un mot, ah ça y est, on peut le penser, parce que maintenant il y a un mot. Comme l'emprise, c'est ça? Comme l'emprise, par exemple. L'emprise, c'est le plus vieux, c'est le plus connu. C'est le plus populaire maintenant. Alors, on l'utilise un peu à toutes les sauces, hein, mais on dit « Ah, oh, bah, elle est sous emprise ». Bon. L'emprise, j'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui parce que j'y passerai des heures, mais l'emprise, c'est un phénomène très spécifique, hein, un phénomène circulaire, qui fait que la femme va revenir avec son agresseur, en moyenne 7 fois, qui est donc un système qui nous met en grande difficulté, nous, institutions. Nous, État. Hein, on a une grande difficulté avec l'emprise parce qu'on se dit « Mais pourquoi elle y retourne ?» C'est pas possible, elle comprend bien qu'en y retournant, elle va se reprendre un coup. Bon, et puis non, elle y retourne, et elle pose un énorme problème à l'institution judiciaire parce qu'elle fabrique ce qu'on appelle les victimes agaçantes. C'est la victime qui arrive à l'audience et elle m'énerve. Et ça, c'est pas bon pour un juge quand même. Hein. Elle m'énerve parce qu'elle dit mais non, j'ai un œil au beurre noir, mais c'est parce que je suis tombée dans la salle de bain. C'est pas du tout lui qui m'a fait ça. Et puis d'ailleurs, regardez, moi je viens avec lui, la main dans la main, et hier il m'a offert un bouquet de fleurs, et il m'aime, et je l'aime, et surtout ne le condamnez pas, madame la juge. Donc pour nous, c'est pas très agréable. Bon. Et donc c'est notre rôle de professionnel de savoir que si elle en est là de l'emprise, eh ben nous, il faut qu'on continue quand même, parce qu'on sait que l'année prochaine, elle va revenir avec un cocard plus important, et puis que peut-être l'année prochaine, elle sera morte. Bon. Donc ça, c'est l'emprise. Mais l'emprise, c'est un phénomène qui judiciairement n'est pas très simple à utiliser. Au fil des années, ces universitaires et ces chercheuses ont fabriqué de nouveaux concepts. Après l'emprise est arrivé le psychotrauma, la mémoire dissociative, le surmeurtre, le féminicide et maintenant le contrôle coercitif. Toutes ces notions m'ont aidé à penser les violences faites aux femmes. Alors, le contrôle coercitif, juste pour bien expliquer de quoi il s'agit concrètement. Alors, très concrètement, l'image est complètement différente. L'emprise, c'est un cercle. Je t'aime, tu es la femme de ma vie, tu es merveilleuse. Mais quand même, tu fais pas très bien la cuisine. Tu n'élèves pas très bien les enfants. Et puis tes parents, ils sont pénibles, on va plus les voir. Donc, dévalorisation, isolement. Après, je te tape dessus, parce que tu n'as pas bien fait tout ce que je te demandais. Et puis après, je te demande pardon. J'aurais jamais dû. Je recommencerai jamais, pardon. Voilà.
Ça, c'est l'emprise. Donc vous voyez, c'est très circulaire. Ça fonctionne sur dévalorisation-isolement. Le contrôle coercitif, ça n'a plus rien à voir. On ne s'occupe plus de la victime, on s'occupe de l'auteur. Et là, on fait une liste. La liste de tout ce que l'homme a mis en place pour exercer sa domination sur la femme. C'est une série de micro-contrôles, de micro-régulations de la vie des femmes. Où étais-tu cet après-midi ? Tu finis ton cours à 17h, pourquoi t'es pas à 17h15 à la maison ? Pourquoi tu as dépensé les 100 € que je t'ai donnés en début de semaine ? Ta carte d'identité, t'en as pas besoin, je la garde, c'est moi qui range les affaires. Pourquoi tu as mis une jolie robe ? C'est pas pour moi, c'est parce que tu dragues le voisin. C'est ça, le contrôle coercitif. C'est le contrôle de toute la vie des femmes, les demandes d'explications surtout en permanence. Alors je ne sais pas si vous avez vu le film L'amour et les forêts ? Alors dans L'amour et les forêts, il y a une scène qui est vraiment très bien sur le contrôle coercitif. C'est la scène où Virginie Efira est avec sa copine qui est prof d'histoire. Elles sont le midi à manger toutes les deux. Et puis Virginie Efira reçoit un coup de fil. Et sa copine lui dit « T'as de la chance, ton mari s'intéresse à toi. Moi, mon mari, ça fait bien des années qu'il en a rien à faire de savoir où je suis le midi et avec qui je mange. » Et elle répond pas, elle répond rien. Mais en fait, c'est pas du tout pour être gentil avec elle, ce coup de fil. C'est pour la contrôler. Où es-tu ? Avec qui tu manges ? Qu'est-ce que tu fais ? Dans mes affaires, celles dont on parlera sur les arrêts, j'ai quand même un homme qui a posé à 2 reprises, au mois de mai et au mois d'août, un traceur dans la voiture de madame. Un traceur. Ce qui fait qu'il était toujours là. Et elle le dit, elle l'exprime très bien, elle dit, il était toujours là. J'allais faire de l'essence, il était là. J'allais à l'école, il était là. Je sortais du supermarché, il était là. Il savait toujours où j'étais. Donc elle devenait, ça l'inquiétait beaucoup évidemment. En fait, il avait mis un traceur. Vous savez maintenant qu'un traceur, ça peut être juste un petit truc dans le sac. Il vous met ça dans le sac à main et il sait toujours où vous êtes. Donc tous ces outils sont maintenant très simples en fait, et c'est très facile en fait de suivre une femme. C'est cette femme aussi qu'on voit dans un supermarché qui se prend en photo tout le temps. On se dit mais elle est ridicule, faut qu'elle arrête de faire des selfies là, c'est n'importe quoi. Mais non, elle fait ça pour rendre compte. Parce qu'il lui a dit, je veux que tu me dises dans quel supermarché tu es. Tu me dis que tu es en train de faire des courses, prouve-le-moi là, envoie-moi une photo tout de suite. C'est la femme à qui monsieur dit, ce soir tu vas rester à la maison, tu vas regarder le film de TF1, tu mets le téléphone là, et je veux t'entendre respirer. Je mets l'enregistreur, et je veux t'entendre respirer. Je veux que tu restes sur ce canapé, en face du film de TF1. Et je suis ce qui se passe à la maison. C'est le monsieur qui dit « Moi, je vais aller contrôler les sous-vêtements dans le bac de linge sale. Je vais aller voir où est-ce que je trouve des traces de sperme. Et si je trouve des traces de sperme, je vais te demander des explications. » Ok ? Voilà, c'est ça en fait, le contrôle coercitif. C'est contrôler. Et donc c'est changer la question, au lieu de se dire, vous savez la question qu'on se pose dans l'emprise, mais pourquoi elle n'est pas partie ? C'est se poser la question, comment il a fait pour qu'elle ne parte pas ? C'est très clair et ça, c'est plus facilement utilisable au niveau, d'un point de vue judiciaire. Voilà. Judiciaire. Alors voilà, d'un point de vue judiciaire, ça nous facilite beaucoup la tâche à nous, les magistrats, parce que vous comprenez bien que tout ce que je viens de vous décrire dans cette liste, ça se contrôle, ça se vérifie, il y a des moyens de preuve. Voilà, c'est beaucoup moins compliqué à prouver que l'emprise, parce que l'emprise, c'est une disposition psychologique en quelque sorte. Donc il faut qu'il y ait un expert, psychologue, qui vous dise « Ah bah oui, madame, elle est sous emprise, puis après elle l'est plus. Elle pleure beaucoup. » Voilà. Donc tout ça, c'est pas très simple. Contrôle coercitif, c'est beaucoup plus simple. Vous analysez tous les comportements de monsieur. Et vous voyez si tout cela fait un ensemble. Alors ça me ramène à mes arrêts, puisqu'effectivement, les arrêts que j'ai rendus il y a quelques semaines sont des arrêts, et c'est intéressant par rapport à notre discussion de tout à l'heure, ce sont des arrêts qui visent à faire jurisprudence. Je me suis dit, moi, juge de la République, en ce début du XXIe siècle, je pense que je dois à la société de rendre des décisions qui rendent compte de ce nouveau phénomène et de notre nouvelle façon de l'analyser. Alors c'est un exercice compliqué pour un juge de le faire parce que ça n'est pas une infraction pénale. Vous comprenez ? En fait, c'est pas dans le code pénal. Contrôle coercitif, c'est pas une infraction pénale. C'est-à-dire le législateur ne m'a pas dit « Toi, juge, je te donne une nouvelle infraction, tu peux t'en servir. » Il ne m'a pas dit ça. Et donc, dans ces 5 arrêts, les hommes que je juge, ce sont des hommes. Donc ça pose une grande question. C'est toujours les hommes qui font ça.
Donc ça, c'est un grand sujet déjà. Pourquoi ce sont les hommes qui font ça sur les femmes? Les féminicides, c'est les hommes qui tuent des femmes. Alors on va me dire, de temps en temps, il y a des femmes qui tuent les hommes. Oui, c'est vrai. Mais ils ne les tuent pas de la même façon. Elles ne les tuent pas de la même façon. Alors d'abord, vous savez à peu près combien il y a d'hommes tués par an dans un cadre intrafamilial? Combien? Ah non, plus quand même. Il y en a 20. Il y a environ une vingtaine d'hommes par an qui sont tués dans un cadre intrafamilial. Ils sont tués toujours dans les mêmes circonstances. C'est des hommes qui violentaient leur femme. Et la femme qui, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans de violence conjugale, dit « ça sera lui ou ce sera moi, donc c'est moi qui vais le tuer ». C'est l'affaire Jacqueline Sauvage. Voilà. C'est un jour, je prends un fusil, je lui tire dans le dos. Voilà. Et ça crée un énorme phénomène social. L'affaire Jacqueline Sauvage, ça a été quand même toute une histoire. Jugée 2 fois en cour d'assises, 2 fois 10 ans, et finalement graciée par le président de la République. Donc c'est une grande histoire que l'histoire Jacqueline Sauvage pour nous tous. C'est-à-dire comment les femmes tuent les hommes et comment les hommes tuent les femmes. Donc je fais petite incise avant de vous reparler de mes arrêts. Notion très intéressante, le surmeurtre. Est-ce que vous savez ce que c'est que le surmeurtre? Pas du tout. Pas du tout? Ah, c'est bien ça, vous ne connaissez pas. Alors le surmeurtre, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est très intéressant. C'est la façon dont nous avons étudié les cadavres de femmes. Parce que dans la série, on s'intéresse à la question des violences faites aux femmes. Au bout d'un moment, les médecins légistes des femmes ont commencé à regarder les cadavres de femmes tuées. On se dit, tiens, voilà, ils nous rendent toujours un rapport de médecine légale. Puis au fil du temps, on a commencé à se dire, tiens, c'est bizarre, ces cadavres de femmes, c'est pas les mêmes que tous les cadavres qu'on a dans les autres affaires. Parce qu'il y a environ 800 meurtres par an en France. Donc j'ai plein d'autres cadavres que des cadavres de femmes. J'ai plein de cadavres d'hommes dans des règlements de compte, des stupes. Voilà, ils s'entretuent. Bon, voilà. Donc j'ai des cadavres d'hommes. Donc j'ai l'habitude, je vois comment ils sont tués. Puis là, on a commencé à regarder les cadavres de femmes. Et qu'est-ce qu'on a vu? Qu'ils étaient très différents. Ces cadavres de femmes, ils sont très abîmés. Parce que les hommes tuent les femmes d'une manière très particulière. Ils ne vont pas mettre un coup de couteau pour tuer. Ils vont mettre 37 coups de couteau. Il va y en avoir partout sur le corps. La femme va être lardée de coups de couteau. À La Rochelle, il y a 2 ans, un homme a tué une femme à coups de marteau. Il lui a cassé tout le corps. Tout le corps est cassé. C'est incroyable. Les photos sont incroyables. Voilà. Le corps est complètement brisé. Vous voyez, brisé. Avec une volonté très particulière d'abîmer le visage. Les visages, dans les féminicides, sont très abîmés. Les cheveux, c'est un énorme problème, mais c'est pour ça qu'on les voile, c'est pour ça qu'on les cache. Les cheveux, c'est la sexualité. Donc, on abîme les cheveux. Les cheveux sont arrachés, il y a beaucoup de maltraitance des cheveux. Et beaucoup de maltraitance du visage. Dans une de nos dernières affaires, le jeune homme a arraché les yeux de la fille. Excusez-moi, je ne veux pas faire du gore, c'est pas ça. C'est juste pour vous dire la réalité de ce qu'on voit dans nos dossiers. Bon, je l'enlève celle-là. Bon, enfin, en tout cas, c'est l'idée d'abîmer le visage. Pourquoi on abîme le visage? C'est pour dire, tu ne veux plus être avec moi. Tu ne seras plus avec moi? Tu seras avec personne d'autre. Tu ne seras plus désirable. Aucun autre homme ne te désirera, puisque tu ne veux plus de moi. Donc des cadavres extrêmement abîmés, extrêmement mutilés. Donc vraiment la notion de surmeurtre. Alors la médecin légiste, quand elle parle d'une décharge émotionnelle. Elle dit, c'est pas simplement vouloir tuer, c'est vouloir annihiler, vouloir que ce corps n'existe plus. Voilà. Et le deuxième élément du surmeurtre, et ça on le voit quasiment dans tous les féminicides, c'est le double mode opératoire. Je vais t'étouffer et ensuite je vais te brûler. Je vais te stranguler et ensuite je vais te jeter dans l'eau. C'est l'affaire Jonathan Daval. Il l'étouffe dans la cave, hop, il la met dans le coffre, il la déshabille entre-temps, il la met en tenue de joggeuse, il la met dans le coffre, il l'emmène dans la forêt et il la brûle. Typique. Et pourquoi ça? Tuer 2 fois? La même idée, s'acharner. Il faut que le corps disparaisse. Parce qu'il l'avait tuée, c'était bon, elle était morte. Il n'y avait plus besoin de faire autre chose. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de surtuer. Bon, je ne vais pas vous donner d'autres exemples parce que j'en ai plein qui me viennent, mais ils sont assez affreux, donc je ne vais pas vous les donner. Mais voilà, c'est ça l'idée du surmeurtre. Le surmeurtre, c'est tuer plus qu'il ne faut pour tuer, quoi. C'est vraiment... il faut que ce corps n'existe plus. Et ça, je ne l'ai jamais vu sur aucun cadavre d'homme. Ou alors, pour vous le dire, je l'ai vu dans une affaire assez récente, et c'était dans un couple homosexuel. C'est un homme qui a tué un autre homme.
Eh ben, c'est la même modalité opératoire. Le corps de l'autre homme est abîmé comme un corps de femme. Ça m'a frappé dans cette affaire. C'est une affaire assez récente à Poitiers. Bon, donc ça c'est le surmeurtre. Alors je reviens à mes arrêts du contrôle coercitif. Je reviens à l'idée que puisque le contrôle coercitif me semble quelque chose d'intéressant, j'ai essayé de l'utiliser dans ces arrêts. Pour vous en fait, hein, pour la société, pour les citoyens. J'étais saisie de faits que des hommes avaient commis et ces faits, ils étaient qualifiés pénalement. Quelle qualification pénale ? Harcèlement, menace de mort, violence ITT plus de 8 jours, violence ITT moins de 8 jours, violence habituelle. Ça, ce sont des infractions pénales. Je les ai dans le code pénal. Voilà. Donc je les prends et je juge ces hommes pour ces infractions-là. Donc mes arrêts commencent comme ça. Je dis, voilà, vous avez commis ces faits-là. Et ensuite, je dis, oui, ils ont fait cela. Mais on ne peut pas le comprendre si on ne le remet pas dans un grand concept psychosocial qu'est le contrôle coercitif. Et je m'emploie à démontrer dans ces arrêts que les menaces de mort, par exemple, n'ont de sens que si on les met à côté de tout le reste que l'homme avait mis en place pour contrôler cette femme. On peut dire que le harcèlement, puis les menaces de mort, hein, menacer de mort, c'est déjà dire « j'ai le droit de te tuer ». C'est déjà ça, hein, menacer de mort. Hein. C'est déjà estimer qu'on a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. C'est très, très prédictif de féminicide. Nous, on le sait. Hein. Quand on a des menaces de mort dans un dossier, c'est très prédictif. Ce qui veut dire pour nous tous hein, que quand quelqu'un vous menace de mort, il faut faire attention. C'est très grave, la menace de mort. Hein. C'est déjà l'intention de tuer. Et donc, quand on a toutes ces infractions pénales dans les dossiers, on peut mieux les comprendre si on les replace dans un contexte général, en l'espèce, le contrôle coercitif. On a bien compris. Merci, c'est intéressant de préciser cette notion nouvelle. Et Léa va enchaîner avec le bracelet électronique. Oui. Alors, en 2008, l'Espagne a introduit le bracelet anti-rapprochement pour lutter contre les violences conjugales. Et vous vous êtes vous-même battu pour son instauration en France, mais qui n'a eu lieu qu'en 2020. Donc, comment est-ce que vous expliquez ce retard et est-ce qu'il y aurait d'autres dispositifs dans d'autres pays, justement, dont on pourrait s'inspirer chez nous ? Alors, ça, c'est une question intéressante parce qu'il faut toujours repartir d'en haut. Là, ça pose le magistrat et plus globalement la justice dans une posture très, très différente que celle que j'ai décrite tout à l'heure. Parce que là, il ne s'agit plus de juger, il s'agit de protéger. Et c'est pas du tout la même histoire. Moi, je ne suis pas devenue juge pour protéger. Hein. C'est pas ça, hein, mon positionnement social. Hein. Je vous l'ai dit, le positionnement social. Hein. C'est 2 personnes qui viennent devant moi pour trancher un litige, ou alors c'est pour condamner quelqu'un qui a fait une bêtise. Donc finalement, la victime, ses problèmes, la protéger, c'est pas trop mon histoire. Ça n'a jamais été trop l'histoire de la justice, en fait. Hein. Donc c'est quelque chose qui est apparu dans les années 2000, où on a commencé à dire « Ah, peut-être la justice, il faut qu'elle s'occupe aussi de cette victime. Il faut aussi qu'elle ait sa place dans le procès pénal, qu'elle puisse dire quelque chose. Puis même, il faudrait peut-être qu'on s'en occupe. » Bon, finalement, tout ça, c'était tout neuf pour nous. Hein. Voilà. Donc, on s'est acclimaté à l'idée, une partie de la magistrature s'est habituée. Il y a une autre partie de la magistrature qui dit encore aujourd'hui, ça n'est pas notre travail. Je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas là pour m'occuper des gens. C'est pas mon boulot. Moi, je suis là pour sanctionner l'auteur. Ça se défend. En tout cas, une partie de la magistrature le dit encore. Donc, quand une partie s'est dit, ok, on peut dire qu'on va protéger, on a commencé, et c'est bien les magistrats qui l'ont inventé en France, hein, je tiens à le dire, hein, c'est un magistrat, c'est François Molins, à Bobigny, qui a dit, tiens, on pourrait commencer par leur donner un téléphone pour qu'elles nous appellent quand elles ont peur, quand elles pensent qu'il va y avoir un problème. Ça s'appelle le téléphone grand danger. Et ce téléphone grand danger, c'est François Molins et Ernestine Renet qui l'ont inventé en Seine-Saint-Denis. Mais, ça marchait pas mal. On avait déployé le téléphone grand danger en France, mais on avait eu 1 ou 2 affaires, dont une affaire assez célèbre en Corse, où la femme avait été tuée alors qu'elle était en train de téléphoner, quoi. Elle avait le type en face d'elle, elle téléphonait, elle a appelé au secours, mais bon, voilà, il l'a tuée. Donc on s'est tous dit, là ça suffit pas, quoi. En fait, le téléphone c'est bien, mais quand déjà l'action est engagée, c'est pas si simple en fait le téléphone. Donc on a commencé à réfléchir à autre chose et on s'est dit ce qu'il faudrait c'est qu'on soit prévenu quand il arrive autour d'elle, avant qu'il soit dans le salon à la tuer. Sachant qu'encore ça c'est uniquement les cas où ils sont séparés, hein. Parce que la plupart des féminicides en fait, hein, les gens ils vivent ensemble. Hein. Ça se passe dans la cuisine, hein, où ils mangent tous les soirs ensemble. Hein.
Donc il faut déjà se dire ça, hein. Ça ne nous empêchera pas tous ces féminicides qui sont en fait des féminicides familiaux, quoi, tranquillement, dans le huis clos familial. Hein. On tue une femme dans la cuisine essentiellement, hein. Bon, éventuellement dans la chambre, un peu dans la salle de bain. Voilà, hein, c'est à peu près là qu'on se fait tuer, faut le savoir. On ne se fait pas tuer dans l'espace public. Hein. Les femmes, non, il n'y a quasiment aucune femme en France qui se fait tuer dans l'espace public. On peut se faire à la limite violer dans l'espace public et encore pas tellement non plus. On se fait plutôt violer chez soi, chez son copain, enfin c'est plutôt dans un lieu de confiance, où on se fait violer. Donc c'est très contre-intuitif. Hein. On a l'impression qu'on est violé par un inconnu dans la rue. Mais non, on est violé par son cousin dans la chambre. Hein. C'est ça la réalité. Bon, mais c'est la réalité statistique. Donc la question c'est, on essaie de protéger, on essaie de faire en sorte que l'homme ne puisse pas approcher trop l'objet de son ressentiment et l'objet qu'il veut tuer. D'où le bracelet anti-rapprochement. Donc le bracelet anti-rapprochement, je l'ai présenté à ni plus ni moins que 4 gardes des Sceaux. C'est long, hein. Et c'est finalement Nicole Belloubet qui a dit « Super, j'achète, on va faire ». Entre-temps, elle est partie. Et c'est finalement Éric Dupond-Moretti qui est venu avec nous à Pontoise, inaugurer. Et c'est à Pontoise que nous avons posé le premier bracelet anti-rapprochement. En quelle année c'était ça ? Alors c'était, 2020. 2020, le premier bracelet, puis ensuite on l'a généralisé. Il y a plusieurs milliers de bracelets en France maintenant, hein, posés sur... Alors c'est quoi un bracelet en fait, hein, c'est un bracelet à la cheville de monsieur et c'est un téléphone dans la main de madame. Hein, c'est le téléphone grand danger, mais on rajoute un bracelet. Et ce bracelet va faire sonner le téléphone de madame quand monsieur va s'approcher dans un rayon que le juge a fixé. Ça peut être 7 km, 12 km, 20 km. Bon, ça dépend un peu où ils habitent les uns les autres. Évidemment, c'est compliqué parce que s'ils habitent dans la même ville, ils vont dans le même supermarché, ils vont chercher les enfants dans la même école. Comment on fait pour que ça sonne pas ? Enfin, vous voyez, ça pose plein de problèmes. Hein. C'est pas si simple, cette histoire. Et puis, les femmes disent « ça me fait peur ». Qu'est-ce qui fait peur, le bracelet ? Ouais. Je sais qu'il est là. Ah oui. En fait, le bracelet me dit, il est pas loin. Et en fait, ça me fait peur. Donc, il y a des femmes qui sont venues nous ramener le téléphone, qui ont dit, je préfère pas savoir, en fait. Ça me fait trop peur. Vous voyez, tout ça n'est pas simple. Hein. Mais le bracelet, c'est un outil supplémentaire. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit, moi. La lutte contre les violences faites aux femmes, on s'en sortira pas avec un moyen. C'est pas il n'y a pas un moyen miracle. Hein. Il y a des outils. Donc aujourd'hui, on a le TGD, on a le bracelet, on a l'ordonnance de protection. On a un certain nombre d'outils qu'on essaie d'utiliser. Rien n'est miraculeux, mais on espère que, mis bout à bout, ça pourra aboutir à un meilleur résultat. Tania ? Oui, nous voulions également revenir sur la question des délais de prescription pour les crimes et délits sexuels. Et notamment, dans ses préconisations finales, le 20 novembre 2023, vous en avez parlé, la Ciivise, donc la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a recommandé de rendre imprescriptibles les violences sexuelles sur mineurs. Qu'en pensez-vous ? Alors, je pense qu'il faut que socialement, nous nous posons la question de l'oubli. Parce que c'est ça le sujet de la prescription. Hein. Les sociétés de tout temps ont dit « le temps passe, il faut oublier ». C'est un grand système social qui a toujours été en place. Hein. La prescription. À un moment, ça s'arrête. À un moment, on ne peut plus demander justice. C'est comme ça, c'est un système que nous avons installé socialement. On a tous été d'accord. Hein. Depuis des millénaires, la prescription existe. Depuis des centaines d'années en France, il y a toujours eu un système de prescription. À un moment, ça s'arrête. On a simplement dit, il y a un moment où ça ne s'arrête pas, c'est les crimes contre l'humanité. On a dit ça, c'est imprescriptible. Parce que c'est un tel degré, en fait, qu'on a tous dit, ah non, ça, même des décennies plus tard, c'est pas possible, on ne peut pas l'accepter. Donc, crime contre l'humanité, imprescriptibilité. Mais c'est le seul crime qu'on avait conservé comme étant imprescriptible. Bon an, mal an, on vivait avec ça tous. Ça nous allait bien. Et en fait, à quel moment ça nous a plus été ? C'est au moment de la découverte du psychotrauma et de la mémoire dissociative. C'est-à-dire, c'est au moment où des femmes ont dit « Mais moi, j'ai vécu toute ma vie, comme ça », donc c'est Flavie Flament, la consolation. Flavie Flament qui nous explique « Moi, j'ai 45 ans aujourd'hui. J'ai vécu toute ma vie de femme, de professionnelle, j'étais à la télé, j'ai fait des tas de choses. Et puis tout à coup, je me suis rappelé que ma maman m'emmenait chez ce photographe, David Hamilton, et que toutes les photos qu'il a fait de moi quand j'étais petite, en réalité, se passaient dans un contexte
de violences sexuelles et j'ai été violée par cet homme. Mais elle nous le dit 35 ans plus tard. Alors nous, on trouve ça bizarre. Parce que nous, ça ne nous va pas du tout, ce système. Parce que nous, 35 ans plus tard, c'est fini. Non, maintenant, on n'en parle plus. Tu ne peux pas venir nous dire ça, c'est trop tard. Comment on va faire pour prouver ? Comment on va faire pour prouver que tu as été violée à tel endroit, tel jour, telle heure ? Enfin, c'est impossible dans notre système à nous, parce que nous, on a un système de preuves, on cherche les éléments, on cherche à montrer que l'infraction a été constituée dans telle et telle circonstance. Enfin, pour le système judiciaire, ça ne va pas du tout, cette histoire. Ça ne va pas de venir nous dire que c'était il y a 30 ans, puis vous n'en avez pas parlé. Enfin, n'importe quoi, vous avez vécu des trucs très graves, vous avez rien dit, puis 35 ans après, vous venez me dire c'est ce qui m'est arrivé. Pour nous, ça colle pas. Bon. Donc toute cette histoire de mémoire dissociative, ça a mis l'institution judiciaire, mais la société en fait aussi, toute la société, en grande difficulté. C'est dit, c'est quand même bizarre. Donc là aussi, les psychiatres, les psychologues nous ont appris, nous ont fait comprendre que ça existait, cette histoire de mémoire dissociative. Bon, moi je le fais moins bien que les psychologues quand elles le décrivent, mais elles en parlent avec une très très grande clarté quand elles nous expliquent qu'effectivement, face à un phénomène très très inquiétant, un phénomène qui fait très très peur, comme le viol ou comme la menace de mort, eh bien on est capable de le mettre dans notre cerveau quelque part, de l'encoder dans notre cerveau quelque part, pour le mettre à distance et continuer à vivre. C'est tellement terrible qu'on va mettre tout ça de côté, puis on va continuer à vivre. Et c'est un phénomène maintenant qui est bien connu, bien expliqué. Certains le contestent encore, mais on peut dire qu'internationalement, dans tous les standards, c'est maintenant quelque chose de très robuste. On comprend bien maintenant le mécanisme du psychotrauma et de la mémoire dissociative. Donc ça a mis en difficulté et la société et le système judiciaire. Et donc là, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, qui va s'en emparer ? Le législateur. Et les députés et les sénateurs vont commencer à nous allonger la prescription. Et ils commencent à dire « Ah ben non, c'est plus 10 ans, c'est 20 ans. Ah ben non, c'est plus 20 ans, c'est 20 ans après la majorité. Ah, alors 18, plus 10, 28, plus 10, 38. Bon, ok. Et puis après, ils commencent à nous dire « Oh non, on va mettre en place la prescription glissante. » C'est un truc qu'on n'avait jamais entendu parler de ça, c'est complètement iconoclaste juridiquement. La prescription va se mettre en place à partir du moment où quelqu'un d'autre va dire qu'il a eu qu'il a subi les mêmes faits du même individu. Alors là, ça nous amène à 50 ans après les faits, 60 ans après les faits. Enfin, ça devient un truc de dingue, quoi. C'est-à-dire, et ça aboutit à la Civise, qui dit, écoutez, finalement, l'inceste, ça doit être imprescriptible. Parce que c'est quelque chose qu'on a fait vivre à un enfant. Et on considère que finalement, un enfant dans la société, c'est le bien le plus précieux d'une société. Il faut le défendre, coûte que coûte. Et donc, il faut dire que tout ce qu'on lui fait, c'est imprescriptible. Bon, on n'avait jamais dit ça pour l'instant. C'est vraiment la première fois que la société se dit ça. Donc, il faut qu'on travaille ça, tous ensemble. Est-ce qu'on est bien d'accord avec tout ça ? Parce que ça va poser plein de questions. Première question, l'auteur des faits, il a 80 ans. Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que maintenant, on a des vieux messieurs devant nous. Est-ce qu'on va mettre en prison plein de vieux messieurs de 80 ans ? Est-ce que la prison, d'ailleurs, a le moindre intérêt dans cette circonstance ? Donc ça, c'est un sujet. Deuxième sujet, la preuve. Comment on fait pour que ce que nous raconte cette dame de 60 ans, ça soit prouvé parce qu'elle nous dit qu'elle avait environ 8 ans ? Ça va pas être facile, D'autant qu'elle nous dit, je me souviens, papa il m'a fait ça, c'était dans la chambre de petite fille que j'avais dans la maison où on habitait à tel endroit, la tapisserie était verte. Et là, papa il arrive et il dit, mais pas du tout, ce que tu racontes c'est n'importe quoi, parce que regardez, moi j'ai une photo, et la tapisserie elle était jaune. Donc vous voyez bien qu'elle ment. Et là, on est mal. Parce que la tapisserie, indéniablement, elle est jaune. Et que pour autant, cette petite fille, peut-être qu'elle dit tout à fait la vérité sur les faits, mais que les éléments qu'elle va nous donner, ils vont être faux, parce que la mémoire, elle est comme ça, la mémoire. La mémoire, elle n'est pas exacte. Et puis, 50 ans après, on peut se tromper sur la couleur de la tapisserie. Donc ça, non mais je vous parle de vérité judiciaire, voilà ce qui nous arrive, c'est ça. Et donc ça, c'est quand même un vrai problème. Il va y avoir la question de la preuve, et là, après, ce débat social que vous connaissez, qui est, c'est parole contre parole. Alors, la parole de la femme, ça vaut quoi ? La parole d'un enfant, ça vaut quoi ?
La parole de cette petite fille dans la femme, parce qu'elles disent tout ça. Flavie Flament le décrit très bien. Elle dit, j'ai l'impression que cette petite fille... Emmanuel Béard aussi le raconte dans le dernier reportage là, sur l'inceste. Elle le dit bien. Elle dit, j'ai en moi cette petite fille. Donc il faut rendre justice à cette petite fille-là qui est en moi. Oh, nous, on trouve ça bizarre. Parce que nous, tout ça, on ne connaît pas. On est tous confrontés à ça. On se dit, ah bon, il y a une petite fille dans cette dame. Bon, d'accord. Nous, on ne la voit pas, on ne la connaît pas. Comment on fait pour la comprendre? Comment on fait pour lui parler à cette petite fille-là? C'est pas facile. Donc, je veux dire, voilà, c'est pas un sujet de juge. C'est un sujet de nous tous, là. Nous tous, comment on veut faire? Comment on veut faire sur cette question de la prescription? Sur cette question de l'oubli? Voulons-nous oublier? Ou alors, comme disent un certain nombre de femmes, ou alors, sommes-nous toujours d'accord pour organiser un système d'impunité pour les hommes? Finalement, les hommes, au bout d'un moment, on leur dit, allez, passons l'éponge sur tout ça. Maintenant, vous êtes un bon grand-père. Alors Léa, tu vas avoir la mission de poser la dernière question, la question 6. Oui, alors, donc on a eu vendredi 8 mars l'inscription de la liberté garantie aux femmes de recourir à l'avortement dans la Constitution. Et donc, du coup, on voudrait savoir quels sont pour vous les prochains droits qu'il y a à conquérir et comment la justice peut évoluer pour améliorer la protection des droits des femmes. Alors là, ça ne vous a pas échappé, ce droit-là, c'est pas le juge qui a fait quelque chose là, c'est le législateur. Donc on remet chacun à sa place. Le législateur, j'étais invitée à cette constitutionnalisation, au scellement de la Constitution la semaine dernière, c'était très émouvant, mais vraiment très émouvant. On avait l'impression d'assister à un moment historique. Voilà. Faire rentrer un des grands droits des femmes, finalement le droit le plus fondamental, celui à disposer de son corps, dans la Constitution. Donc c'est vraiment un grand moment pour les femmes et c'était décisif pour nous, pour nos mères, pour nos filles. Maintenant, quels sont les prochains droits des femmes? On sait qu'il y a des générations de droits. Il y a vraiment la question des premiers droits, c'est les droits autour vraiment du corps. Après, les deuxièmes droits, c'est les droits civiques et civils. Le droit d'avoir un chéquier, le droit de voter, tout ça, ça a été la deuxième génération des droits des femmes. La troisième génération des droits des femmes, aujourd'hui, c'est clair, c'est l'égalité réelle. Voilà. Ce que nous voulons maintenant, ce n'est pas des droits formels. On veut des droits réels. On veut que réellement, dans la société, il y ait une égalité entre les femmes et les hommes. Et ça passe par ce que je fais là où je suis, c'est-à-dire que les femmes aient des responsabilités. Je pense par exemple qu'en France, il serait temps que nous ayons une présidente de la République. Voilà, je pense. Je pense qu'à un moment, il faut que tout ça avance. Je pense qu'il nous faudrait la moitié de femmes députées. Je pense. Aujourd'hui, c'est 37%. Voilà, je pense. Je pense donc qu'à un moment, pour franchir certaines étapes, il faut passer par ce mot affreux, dont je sais qu'il entraîne beaucoup de débats et que j'aime beaucoup, pour finir, c'est bien, les quotas. Ouh là là, les quotas. Ça on n'aime pas, les quotas. Mais pourtant, c'est un grand sujet très intéressant. Et moi, qui étais résolument contre les quotas il y a 15 ans, parce que je disais, non, la compétence, seule la compétence compte. Nous allons être reconnus pour ce que nous sommes, et naturellement, nous aurons tous les postes qui nous sont dus, il n'y a pas de problème. Bon, je suis maintenant résolument pour les quotas. C'est-à-dire que je pense qu'il faut déverrouiller, qu'il y a un moment où il faut passer par des mécanismes obligatoires. Et c'est si vrai que ça a été un grand succès, partout où on a mis des quotas. Je vais vous donner l'illustration la plus simple pour nous, les citoyens. C'est les conseils départementaux. Avant, dans les conseils départementaux, 13% de femmes. On a fait passer la loi obligatoire, moitié d'hommes, moitié de femmes, liste Chabada, il faut un homme, une femme. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais voilà, aujourd'hui, dans tous les conseils départementaux, il y a moitié d'hommes, moitié de femmes. Est-ce que vous avez l'impression que vos départements sont moins bien gérés? Je crois pas. Mais en fait, cette loi-là, tout simplement, comme ça, naturellement, vous ne l'avez pas vu passer, mais hop, ça s'est mis en place. Puis c'est devenu moitié d'hommes, moitié de femmes. Ça marche très bien. Voilà une loi quota qui est passée. Je n'ai pas vu les citoyens brandir la fourche pour dire c'est affreux. Non, en fait, c'est passé, c'est très bien passé, et ça marche. Donc en fait, aujourd'hui, les listes Chabada, c'est-à-dire un homme, une femme sur les listes, ça ne marche que sur les scrutins de liste. Ça ne marche pas sur les scrutins uninominaux. Donc ça ne marche pas pour les députés.
Comment faire? Il faudrait que dans la moitié des cantons, on dise c'est des femmes et la moitié des hommes, ça marche pas, quoi. On voit bien, on peut pas dire là où j'habite, c'est forcément une femme qui est candidate. Enfin, vous voyez, bon, ça marche pas. Donc, on n'a pas réussi à franchir cette étape de dire moitié d'hommes, moitié de femmes à l'Assemblée nationale. On a encore moins réussi au Sénat. Voilà, voilà. Donc, bon, ça donne ça quand même. Hein. Ça donne des institutions de la République qui ne représentent pas fidèlement la population. Il y a 50% de femmes en France. Ben, ce serait bien qu'il y ait 50% de femmes partout, en fait. C'est juste ça qu'on demanderait. Ça s'appelle l'égalité réelle. Merci beaucoup, Madame Gwenala Jolicose. Alors, comme on a largement débordé, je ne vais pas faire de conclusion, je vais vous demander de conclure. Il y a quelques décennies, vous étiez de l'autre côté. Et qu'est-ce que vous avez envie, aujourd'hui, de dire aux étudiants de Sciences Po ? Alors d'abord, retémoigner du fait que j'ai été tellement heureuse dans cet amphi. Voilà, moi j'ai adoré ma formation à Sciences Po. Je m'y suis sentie très bien et j'ai vraiment... ma formation intellectuelle, elle s'est faite ici. Donc voilà, j'ai vraiment une reconnaissance à l'égard de cette école. J'ai beaucoup appris en fac de droit, mais j'ai beaucoup appris à Sciences Po. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Et puis pour ceux qui sont maintenant sur ces bancs, leur dire, si vous avez envie d'être magistrat ou magistrate demain, allez-y. C'est vraiment un beau et grand métier de la République. Un métier exigeant, difficile, mais tellement nécessaire à l'équilibre démocratique que c'est un honneur que d'exercer cette fonction tous les jours en votre nom. Merci beaucoup. Merci les étudiantes. Et le public. Et puis le dernier livre de Gwenala Jolicose est en vente, c'est ça, dans un coin de la salle.